bien. Je peux avoir les feedbacks des gens en même temps. Ouais. Ah bah on se voit là. Ça fait bizarre de me voir. Ouais. Ah, on se voit. On est officiellement en direct depuis l'aquarium. Là, ils nous entendent bien dans Internet. Alors, oui, le son est bon, me dit-on sur le chat, donc ça devrait aller. Alors, attends, je vais enlever le son de mon téléphone. Voilà. Est-ce qu'on y va? Ni oui ni non, là, ils disent rien. Mais au moins, ils disent rien. Ouais, on est en direct sur Twitch, donc en simultané par rapport... Il y a plus de gens sur le chat qu'ici, en raison des règles sanitaires, bien entendu. Bien entendu. Donc voilà. Bonsoir. Bon. Bonsoir. Oui, bonsoir. Merci d'être venu pour cette rentrée à l'aquarium. Ça fait 6 mois que l'aquarium était fermé. L'aquarium auquel, alors on va prévenir, parce que pour la première fois ce soir, nous sommes en simultané sur Twitch, pas sur Internet, parce que d'habitude on était sur Internet, mais sur un compte où il y a personne qui regarde. Donc ça balance. C'est le compte officiel de l'aquarium, mais du coup il y avait 50 personnes. Bon là il y a peut-être un peu plus de monde. Bonsoir tout le monde. Et du coup, même vous dans la salle, vous pouvez avoir accès au chat. Et donc vous voyez, c'est quasiment de la réalité augmentée, hein, comme on dit maintenant. Bien sûr, c'est le web 2.0 même, j'ai envie de dire. C'est le web on ira jusque-là. C'est la fibre, hein, en plus, il me semble. Hein. C'est voilà, la 5G, Bill Gates, tout ça, on est en plein dedans, tout va bien. Vous êtes vaccinés déjà avec les ondes et tout, c'est bon, ça marche bien. Alors, vous êtes, on a rempli avec les distanciations sociales et tout. Vous êtes moins nombreux que d'habitude, mais on va essayer ce soir de faire un truc un petit peu interactif, participatif. Et est-ce qu'il y en a qui ont de quoi noter des trucs? Non, personne n'a pris de quoi travailler. Non. Je me suis dit ah bah non. Voilà, c'est bien. Vous êtes dit, il va tout faire. De toute façon, c'est. Parce qu'en fait, d'habitude, aux soirées circus, bon, on a un invité, 2 invités, pas nécessairement des gens de renom. Hein, peut être des syndicalistes, des gens du coin qui vont parler de travail. En général, on parle de travail. Voilà, je le dis pour les gens d'Internet qui n'ont pas l'habitude. Ici, je vois surtout des habitués ce soir. S'il y a des gens d'Internet qui veulent venir nous rejoindre, on a encore un peu de place. Donc, si vous êtes lyonnais ou lyonnaise, vous pouvez encore prendre le métro et arriver dans 30 minutes, ce sera pas grave. On est à Croix-Rousse, voilà. Ouais. Et ben ce soir, bon, moi, j'avoue, on m'a dit que la soirée c'était ce soir. On me l'a dit le week-end dernier. Voilà. Pourquoi il n'y a pas d'invité? Pourquoi faut pas le dire, ça c'est du lore un peu secret. Oui. Enfin bon, c'est quand même comme ça que ça s'est passé. Et donc, il fallait trouver un truc et tout. Et là, je vois, ah, génial, Macron, il parle ce soir. Et je pensais qu'on aurait la chance de regarder ça en live ensemble et qu'il allait parler le soir, quoi. Et non, cette andouille, il a parlé ce matin. Voilà, déception, hein, voilà. On aurait bien aimé découvrir avec vous en direct ce discours, mais... Ouais, on aime bien parce qu'on fait des fois on fait des soirées électorales aussi, des fois ici, où on commente après direct à chaud, comme des malpropres, des trucs sur lesquels on n'a pas de recul. Mais là, du coup, moi, j'ai déjà écouté le discours, mais l'idée, ça va être qu'on l'écoute ensemble, mais il faut que ce soit une écoute un petit peu active. Moi, j'aimerais que vous notiez, alors même si c'est dans votre tête, ou même si c'est dans le chat, par exemple, les mots qui ont été utilisés, les mots qui ont été intéressants dans ce discours de Macron. Et petite question, est-ce qu'il y en a dans la salle qui l'ont déjà regardé en entier, le discours de Macron, de ce matin? Pas en entier, mais un peu. Ouais, en entier, donc 2 personnes, déjà, c'est pas mal. Non, parce que voilà, moi je disais, le lieu était fermé depuis 6 mois, donc ça fait du bien de vous retrouver, de voir des gens en vrai. Pendant le confinement, j'aurais tué pour ce genre de soirée, parce qu'après, on va boire des coups et tout, voilà, je le dis pour les gens. Alors, il faut éviter. Alors, je sais que nous, on a l'impression d'être entre nous, mais vu qu'il y a quand même des gens sur Internet et tout, ils nous entendent pas. Ils entendent un silence, et après, moi qui fais ouais, grave, ouais. Et donc, du coup, ça fait bizarre. Mais oui, on était présents. On a fait des déconfinautes, on a fait des vrais guillemets. Mais on vous voyait pas en vrai. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire avec mon intro? C'est plus dur quand on me coupe à tout bout de champ. Alors, qu'est-ce que je disais? Tu disais le discours de Macron, tu l'as écouté ce matin ou cet après-midi. Prenez des notes. Non, c'était pas ça. Il va y avoir une dictée aussi sur le thème de Macron. Voilà.
Bon, donc en gros, ça fait 6 mois qu'on s'est pas vu ici, en tout cas, et pour autant, il s'est passé énormément de choses. Je pense qu'on va peut-être revenir sur le déconfinement, le confinement, mais aussi sur la rentrée sociale, la rentrée étudiante, etc. Et ça me perturbe à chaque fois. Hein. Arrêtez de me couper comme ça, c'est déjà dur. J'essaie de faire une intro alors que manifestement j'ai commencé en disant que je n'avais pas beaucoup préparé. Hein. C'est évident pour tout le monde. Donc, qu'est-ce que je disais? Voilà, je sais plus. La rentrée, on va parler d'autre chose, on va parler du confinement, de la rentrée sociale. Voilà, parce que voilà, il y a des trucs très concrets, hein, fromage, jambon, tout ça, les trucs très concrets, plan de relance, pas plan de relance. Et puis, en fait, on s'est posé des questions quand même pendant ce confinement, quand chacun était chez soi à peu près. Et que d'autres, par exemple, étaient au travail et se demandaient pourquoi il y avait que eux et dans de telles conditions et avec voilà ce genre de salaire et pourquoi c'était eux. Et les gens qui étaient chez eux, alors pour les plus aisés, ils ont pu même aller à la campagne, dans leur belle maison de campagne, mais à peu près tout le monde s'est posé des questions sur le sens de la vie. Qu'est-ce qu'on fait ensemble? Qu'est-ce qu'on fait au travail? Qu'est-ce qu'on fait de notre vie? Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi on est ensemble? Ça tient à quoi d'être ensemble? En étant tous isolés, atomisés, voilà, on a pu expérimenter quand même le fait que ça faisait du bien de se retrouver après, même si c'était pour boire des coups, même si c'était pour les premières manifs. Il y a quand même eu des trucs directs, Black Lives Matter direct derrière. Voilà, on a pu retourner dans les rues. Il y a déjà eu des occasions, mais voilà, ça faisait du bien. Et quand on nous fait le truc sur de toute façon, tout le monde est individualiste, chacun est chez soi. Je pense que quand tout le monde s'est retrouvé vraiment tout seul chez soi, beaucoup de gens se sont dit bon, non, le sens c'est quand même d'être ensemble. Être ensemble comment? Être ensemble pourquoi? Être ensemble pour faire quoi? Dans quelle société? C'est quoi le but de la société? Alors, on a beaucoup râlé, alors moi y compris au début, en mode pourquoi ils n'ont pas confiné tout comme en Italie. En Italie, ils ont stoppé un certain nombre de productions non nécessaires. Ils ont vu beaucoup plus large que nous, hein, parce que je pense que le traumatisme était plus grand, c'était arrivé chez eux les premiers clusters, et ils ont stoppé des activités non essentielles beaucoup plus largement que nous. On a voulu, Pénicaud nous a fait des sermons sur le fait qu'il fallait retourner au boulot, fallait aller au boulot, à parler notamment aux gens de la construction qui disaient nous non c'est compliqué. Voilà, puis ça sert à rien en ce moment. Et puis les conditions sanitaires sont pas réunies. Voilà. Tu t'es auto-interrompu du coup. Ben ouais. Du coup, j'ai encore perdu mon fil. D'aller au boulot, de parler des gens de la construction. Oui, mais c'est pas la construction. La construction européenne. La Constitution, non, c'est pas ça. La Constitution de la 5e République. Non, je t'aide pas du tout là, j'ai l'impression. Non, tu m'aides pas. Les emplois inutiles, les emplois utiles. Voilà, donc qu'est-ce qui est utile? Qu'est-ce qu'on définit collectivement comme utile? Et finalement, c'est quoi notre projet de société? Et donc au début, on râlait sur le confinement, ils auraient pu confiner plus. Il y avait des ouvriers même qui demandaient, je me souviens, Renaud Cléon, des ouvriers de la CGT, etc., qui disaient mais confinez-nous, nous. Il y avait j'ai vu des images que j'ai diffusées aussi de meufs qui occupaient des emplois en caisse dans la grande distribution et qui disaient putain, nous on est là, et elles avaient peur. Elles étaient comme on a dit à l'époque, en première ligne, parce que nous sommes en guerre. Elles étaient là et elles se demandaient... Bref, on a pu râler un petit peu, mais malgré tout, mine de rien, malgré tout ce qu'on peut dire sur Macron, et là je vais dire un truc un peu centriste, à un moment, il y a des pays, je ne sais pas si vous vous souvenez de Boris Johnson, il y a des pays qui ont dit « nique sa mère ». Nous, on stoppe rien. Les Suédois aussi. Voilà, les Suédois. Qu'on dit nique sa mère, nous on stoppe rien du tout, et puis on verra, ça fera des morts, ça fera des morts. Boris Johnson a dit les yeux dans les bleus aux gens, attendez-vous à voir des proches mourir. Il l'a vraiment dit à la télé, je vous jure, les images existent, avant qu'il chope lui-même le Covid, et que, voilà, bon, il a fait pour ça. Il change un peu de stratégie, après. Et qu'il change un peu de stratégie. Mais donc, ça n'a pas été la stratégie de Macron, donc on peut reconnaître qu'à un moment, Macron, il a dit, parce que mine de rien, tout ça, nous, on n'a pas fait de choix collectif autour du confinement, quelle date le déconfinement, qu'est-ce qu'on confine, comment on confine. On n'a pas fait de choix collectif, on s'en est remis à notre bon président. Et donc, il y a deux enseignements. C'est que d'abord, nous, on a été relativement dociles, même s'il y a eu beaucoup d'images, une grosse propagande pour nous dire qu'on était indociles. Alors, nous, pas tout le monde, évidemment. Surtout, évidemment, les Noirs et les Arabes, les banlieues, etc., comme d'habitude. Pas les beaux quartiers, ça allait bien. Les beaux quartiers, on faisait des sujets sur eux pour dire ils avaient besoin de prendre l'air, pour pas craquer, machin. Et puis, les quartiers populaires, c'était évidemment une autre limonade. Et puis, il y a eu ce truc-là.
Et malgré tout, il a quand même confiné, alors que ça arrangeait pas du tout. D'ailleurs, on va là manger le contre-coup de cette crise économique, et on pourrait en parler évidemment aussi longuement. Mais il a choisi ça. Il a dit bon, ensemble, notre société, finalement, à un moment, il a dit, elle est pas là que pour faire du pognon. Il y a quand même un truc. La vie a un prix. La vie, non, la vie n'a pas de prix, au contraire. Elle a été droite accidentelle là en direct. Hein. La vie n'a pas de prix. Et nous, on a été relativement dociles. Voilà, les deux leçons, c'est que mine de rien, malgré tout ce qu'on dit aujourd'hui sur des gens qui feraient sécession, séparatisme, etc., je trouve qu'on a fait société, étonnamment. Mais on pourrait me reprendre. Hein. Moi, j'ai cette impression-là tout de même que ce soit Macron, que ce soit les gens qui ont écouté Macron, il a fait son meilleur score digne du final de Coupe du Monde avec ses interventions à la télé, parce que les gens attendaient vraiment sagement ce qu'allait dire le gouvernement pour obéir. Pas pour être des rebelles ou je sais pas quoi à 2 balles. Non, ils se sont dit, bon, là, il y a un truc sanitaire, on fait confiance, majoritairement, même s'il y a eu une petite montée de défiance contre les autorités sanitaires et tout ça, Raoult, tout ça, on pourrait en reparler, mais enfin, c'est un autre débat. Majoritairement, on a fait confiance, et on a fait confiance au pouvoir politique. Bon, donc, je disais, le sens de la vie. On s'est posé des questions sur le sens de la vie, pourquoi on est ensemble, pourquoi on vit ensemble. Et peut-être qu'on a toujours ces questions-là qui nous reviennent aujourd'hui. Heureusement, Emmanuel Macron a pris la parole aujourd'hui. Ça nous manquait, hein. C'est vrai qu'on n'avait pas eu assez de discours en plus pendant le confinement. Voilà, pour revenir sur cette date anniversaire des 150 ans de la proclamation de la Troisième République, qui est le régime le plus long qu'on ait eu, enfin la République la plus longue qu'on ait eue jusque-là. Bon, lui, il fait une continuité, genre il n'y a pas eu Vichy, mais enfin ça on peut en reparler. Oui, il a annulé à peu près tout ce qu'il y avait entre les deux. Ouais. Voilà. Non, j'ai pas vu. Et donc on va regarder ça ensemble. Ce que je vous encourage à faire, donc, c'est de noter, que ce soit dans le chat ou vous, si vous avez un carnet ou même un téléphone, notez les mots qui vous interpellent, parce que son discours, qui a comme prétexte donc cet anniversaire, a pour but, en effet, de livrer sa vision de la République, mais il nous a fait un discours politique très actuel. Oui. Et il se présentait comme un discours de patriotisme républicain. C'est ce qui était marqué dans les médias avant le discours. Donc ça donne un peu la couleur de ce qui allait être dit. Voilà, je rappelle le contexte. Gérald Darmanin qui fait monter le mot ensauvagement. Alors on ne l'a pas retrouvé je vous le spoil, mais on ne l'a pas retrouvé le mot ensauvagement mais on en a trouvé d'autres. Il y en a d'autres. Donc notez les mots qui vous intéressent. Puis ensuite on fera tourner les micros, on parlera ensemble de ces mots-là. On écoutera peut-être un autre discours aussi pour voir comment ça sonne. Voilà, on va développer autour de ça. Pour l'instant, écoute active. Et voilà. Hein. Du Macron en direct sur la chaîne Twitch de Usul. Et du coup, ce sera pas la première fois. Ça va être vachement bien. Ce sera pas la première fois, ce sera pas la dernière fois non plus. Est-ce que tu es prêt, Baptiste? Waouh, c'est beau. Voilà. Ah, petit Wow. Macron no jutsu. Il y a des énormes bras, j'ai l'impression, dans cet angle-là. Une ambiance du feu de Dieu. Hein. Alors nous sommes au Panthéon, évidemment. Donc le lieu inspire le respect, le silence. Donc ça, c'est pas Macron qui va parler là. Non. Vous l'aurez reconnu. Ce n'est pas non plus une ministre, je sais pas quoi. Ouais, on n'entend rien, me dit-on dans le chat, mais c'est parce que personne ne parle. Oui. Pour sauver la patrie en danger, il a demandé la République. Il a mis ses représentants non au pouvoir, mais au péril. La République a vaincu l'invasion en 1792. La République est proclamée. La Révolution est faite au nom du droit, du salut public. Citoyens, veillez sur la cité qui vous est confiée. Demain, vous seriez avec l'armée, les vengeurs de la patrie. Hôtel de Ville de Paris, le 4 septembre 1870. Signé Emmanuel Arago, Adolphe Crémieux, Pierre-Frédéric Dorian, Jules Favre, Jules Ferry, Guillaume Montpérou, Léon Gambetta, Louis-Antoine Garnier-Pagès, Joseph-Pierre Magnin, Francisque Ordinaire, Pierre-Albert Tachard, Eugène Paltin, Ernest Picard et Jules Simon.
Madame, Monsieur le Ministre, Madame le maire de Paris, Monsieur le député, Monsieur le préfet de police, Mesdames, Messieurs, en vos grades et qualités, cher Mathieu, Noura, Patricia, Catherine, Rana, le moment, je le mesure, pour vous, pour vos familles, est à la fois émouvant et solennel. Non seulement vous accomplissez un rêve, devenir français, mais vous le faites dans un lieu à part, notre Panthéon, là où reposent les grandes femmes, les grands hommes, honorés par notre patrie, la vôtre désormais. Et qui plus est, cette cérémonie de naturalisation se tient le jour même où la République célèbre son anniversaire. C'était le 4 septembre 1870. Alors que l'Empire venait d'être défait à Sedan, un jeune député de 32 ans, Léon Gambetta, répondait à l'appel du peuple de Paris et proclamait la République depuis le balcon de l'hôtel de ville. Léon Gambetta, dont nous venons d'entendre les mots, était comme vous. Un fils d'immigré, récent naturalisé, français de sang mêlé. C'est lui pourtant qui ressuscita la République, ce régime politique de liberté sous lequel nous vivons depuis 150 ans. Le pays manquait de se briser, la République, une fois encore, le sauva. Il y a tant d'autres Léon Gambetta, tant de figures françaises, non par héritage, mais par les combats menés qui ont façonné notre histoire. Marie Curie naquit et grandit en Pologne. Elle reçut 2 prix Nobel, fit le choix de servir la France dans les tranchées comme simple infirmière, avant d'ouvrir aux femmes 2 portes qui leur étaient jusque-là fermées, celles des chaires d'enseignement de la Sorbonne et les portes de bronze du Panthéon. Joséphine Baker, née américaine, choisit la France pour la faire briller de son talent et de son énergie. Elle aimait sa patrie d'adoption au point de risquer sa vie pour elle en entrant dans la résistance. Tant et tant de destins devenus français ainsi par leur combat. Bien d'autres héros, français par la naissance, nés parfois si loin de la métropole, ont porté si haut nos valeurs et marqué l'édification de notre République. Félix Éboué, descendant d'esclaves, répondit dès le 18 juin à l'appel du général de Gaulle. Il fut le premier à planter l'étendard de la France libre au Tchad. Sans cet enfant de notre Guyane, qui allait devenir compagnon de la libération et repose en ces lieux, lui aussi, l'épopée des forces françaises libres n'aurait pas été la même. Comment ne pas évoquer Gisèle Halimi, disparue cet été. De sa chère Tunisie à notre Assemblée nationale, des prétoires aux hémicycles, de plaidoyers en manifeste, celle qui était née Zeïza Tayeb plaida pour l'émancipation des peuples et fit faire des bonds de géant à la cause des femmes. Un hommage national lui sera prochainement rendu dans la cour des Invalides. Léon Gambetta, Marie Curie, Félix Éboué, Joséphine Baker, Gisèle Halimi, autant d'exemples, avec d'autres figures que nous mettons à l'honneur en ce jour de vie en République. Autant de destins dont Mathieu, Nora, Patricia, Catherine, Rana, vous êtes aujourd'hui les légataires. Car c'est votre tour désormais. Votre tour aux côtés de tous les enfants de la République, par leur naissance et de tant et tant d'autres, par-delà la diversité de vos origines, vous qui venez du Royaume-Uni, d'Algérie, du Cameroun, du Pérou ou du Liban, d'écrire vos vies en République.
Je ne parle pas là de façonner vos existences personnelles, vous avez tous déjà un métier, souvent une famille ici, mais d'endosser pleinement les habits de citoyens français, en vous hissant au-delà de vous-même. Devenir français, c'est en effet accepter d'être plus qu'un individu poursuivant ses intérêts propres, un citoyen qui concourt au bien commun, fait preuve de responsabilité vis-à-vis de ses compatriotes, qui cultive une vertu toute républicaine, des devoirs et des droits, mais toujours des devoirs d'abord. Devenir français, c'est avoir ancré en soi-même la conscience que, parce que la République est toujours fragile, toujours précaire, elle doit être un combat de chaque aube, une conquête de chaque jour, un patriotisme républicain de chaque instant. La République n'est pas donnée, jamais acquise, et je le dis ici aussi pour nos jeunes, c'est une conquête, et elle est toujours à protéger ou à reconquérir. La liberté d'abord. Liberté, liberté chérie, entonne la Marseillaise. Être français, c'est d'abord aimer passionnément la liberté. De Gaulle a évoqué le pacte 20 fois séculaire entre la France et la liberté du monde. À partir d'aujourd'hui, vous êtes liés par ce pacte. La liberté dans notre République est un bloc. C'est la liberté de participer au choix de ses dirigeants, et donc le droit de vote, mais qui est indissociable de la soumission au verdict des urnes, à la liberté collective du peuple. C'est la liberté de conscience, et en particulier la laïcité. Ce régime unique au monde, qui garantit la liberté de croire ou de ne pas croire, mais qui n'est pas séparable d'une liberté d'expression allant jusqu'au droit au blasphème. Et je le dis, au moment où s'ouvre le procès des attentats de janvier 2015, être français, c'est défendre le droit de faire rire, la liberté de railler, de moquer, de caricaturer, dont Voltaire soutenait qu'elle était la source de toutes les autres. Être français, c'est être toujours du côté des combattants de la liberté. Et plus encore, quand les renoncements prospèrent, quand la censure progresse. L'égalité. Être français, c'est reconnaître en chaque femme, en chaque homme, une même dignité. Être français, c'est aimer la justice. Abolition des privilèges et déclaration des droits de l'homme et du citoyen en 1789, suffrage universel masculin et abolition de l'esclavage par Schœlcher en 1848, droit de vote des femmes en 1944, abaissement de la majorité à 18 ans en 1974, abolition de la peine de mort en 1981. Vous vous inscrivez dans une belle et grande histoire, celle du progrès, de l'égalité des droits. Vous êtes aussi les continuateurs d'une marche encore inachevée vers l'égalité concrète, effective. Péguy, Jaurès, Blum, Mendès France ont porté haut la République sociale. Cette idée simple, au fond, chaque citoyen, quel que soit le lieu où il vit, le milieu d'où il vient, doit pouvoir construire sa vie par son travail, par son mérite. Nous sommes encore loin, trop loin de cet idéal. Combien encore d'enfants de France sont discriminés pour leur couleur de peau, leur nom? Combien de portes fermées à de jeunes femmes, de jeunes hommes parce qu'ils n'avaient pas les bons codes, n'étaient pas nés au bon endroit? L'égalité des chances n'est pas encore effective aujourd'hui dans notre République. C'est pourquoi elle est plus que jamais une priorité de ce quinquennat. Nous irons plus loin, plus fort dans les semaines à venir pour que la promesse républicaine soit tenue dans le concret des vies. Mais l'égalité
elle aussi, est un bloc. Des devoirs et des droits. L'égalité devant la loi implique ainsi que les lois de la République sont toujours supérieures aux règles particulières. C'est pourquoi il n'y aura jamais de place en France pour ceux qui, souvent au nom d'un Dieu, parfois avec l'aide de puissances étrangères, entendent imposer la loi d'un groupe. Non. La République, parce qu'elle est indivisible, n'admet aucune aventure séparatiste. Un projet de loi de lutte contre les séparatismes sera à cette fin présenté dès cet automne. La fraternité. Être français, c'est voir en son compatriote plus qu'un semblable, un des siens. Notre nation a ceci de singulier qu'elle a développé un État-providence, un modèle de protection sociale qui ne laisse personne au bord du chemin. Or, ce système unique au monde ne tient que par les liens toujours fragiles qui unissent nos concitoyens. Liens du respect et de la civilité qu'à tout moment la violence et la haine peuvent briser. C'est pour cela qu'en République, les policiers, les gendarmes, les magistrats, les maires, les élus de la République, plus largement, toutes celles et ceux qui luttent contre la violence, contre le racisme et l'antisémitisme, jouent un rôle déterminant et que par symétrie, ceux qui s'en prennent à eux doivent être lourdement condamnés. Force à la loi, jamais à l'arbitraire. Ceux qui s'en prennent aux forces de l'ordre, aux élus, ne passeront pas. Lien de la solidarité et de l'engagement, notre État-providence a une nouvelle fois montré, lors de la pandémie que nous venons de traverser, sa force en accompagnant chaque Français. Et nous nous souviendrons longtemps du courage de nos soignants, du dévouement des bénévoles, de l'entraide entre voisins qui nous ont permis de faire face au plus fort de la crise. Mais là encore, la fraternité est un bloc. Elle ne peut vivre, perdurer, que si chacun reconnaît l'autre comme digne d'être aidé, accompagné. Elle repose sur chaque citoyen aussi, et pas simplement sur un État qui donnerait des droits. C'est pourquoi le partage d'un commun est décisif. Et je ne peux en effet consentir des sacrifices pour mes compatriotes que si je me sens lié à eux, non seulement par un contrat social, mais par des références, une culture, une histoire commune, des valeurs communes, un destin commun dans lequel nous sommes engagés. C'est cela la République. La France, écrivait Marc Bloch, est la patrie dont je ne saurais déraciner mon cœur. J'ai bu aux sources de sa culture, j'ai fait mien son passé, je ne respire bien que sous son ciel, et je me suis efforcé à mon tour de la défendre de mon mieux. C'est tout cela, entrer en République française. Aimer nos paysages, notre histoire, notre culture, en bloc, toujours. Le Sacre de Reims est la fête de la Fédération. C'est pour cela que la République ne déboulonne pas de statut, ne choisit pas simplement une part de son histoire, car on ne choisit jamais une part de France, on choisit la France. La République commence, vous l'avez compris, bien avant la République elle-même, car ces valeurs sont enracinées dans notre histoire. Et devenir français, c'est l'épouser tout entière, et c'est aussi épouser une langue qui ne s'arrête pas à nos frontières, vous le savez parfaitement, mais qui fut aussi l'un des ciments de notre nation. Ma patrie, c'est la langue française, écrivait Camus. Maîtriser le français permet bien sûr de communiquer, d'échanger avec ses compatriotes, de comprendre notre droit, et c'est pour cela que la langue est un prérequis pour accéder à la nationalité. Mais maîtriser le français, c'est un passeport vers
une culture, une histoire incomparable aux dimensions des 5 continents. C'est accéder à l'imaginaire de Hugo, Dumas, Zola, Malraux, Césaire, tous ici honorés au Panthéon. C'est accompagner les personnages de Mauriac, disparus il y a 50 ans, de tous ces écrivains dont la grandeur honore non seulement l'esprit français, mais le génie universel. Maîtriser notre langue, c'est plus encore toucher l'âme de la nation, une forme d'éternel français. La France est en effet l'un des rares pays qui, avec l'ordonnance de Villers-Cotterêts de 1539, a été comme créé, engendré par sa langue. Notre langue a forgé notre rapport à la liberté, à l'universel. L'abbé Grégoire, qui repose ici, lui aussi, ne disait-il pas que le français est l'idiome de la liberté? Notre langue est le berceau de la République bien avant qu'elle ne soit proclamée par les conventionnels de 1792. Parce que la République prend forme déjà dans les textes de Bodin à la Renaissance, elle s'affirme chez Condorcet, Rousseau et tous les penseurs des Lumières. Notre langue, c'est ce qui tient notre peuple, notre histoire. C'est ce qui fait que Charles Péguy pouvait clamer la République, notre royaume de France. En France, décidément, tout commence par les mots. La République, c'est une transmission. Et la République est une volonté. Jamais achevée, toujours à reconquérir. Et si elle tient depuis la Révolution, c'est parce qu'entre ceux qui l'ont rêvé, ceux qui l'ont fait advenir, ceux qui l'ont défendu, parfois dans les heures les plus tragiques de notre histoire, ceux qui l'ont renouvelé dans le projet européen, entre toutes ces femmes et tous ces hommes, s'est nouée une chaîne des temps qui a traversé les siècles. Et en ce jour anniversaire, ce n'est pas tant la joie qui domine, je dois bien l'avouer, qu'une forme de gravité lucide face aux menaces qui pèsent sur elle. Alors Mathieu, Noura, Patricia, Catherine, Rana, c'est à vous aujourd'hui de reprendre le flambeau avec beaucoup d'autres, de faire vivre la promesse républicaine dans ces bourrasques des temps. Reprendre le flambeau. Et le confier à notre jeunesse, représentée par des collégiens qui nous entourent ce matin. Notre jeunesse qui doit continuer de garder ce goût des rites républicains, le service national universel, beaucoup d'autres institutions y concourent. Notre école républicaine en a la mission. Et nos professeurs continuent d'en porter l'exigence. Notre jeunesse de France, à qui je souhaite d'aimer la République d'une passion toujours intacte. Ne croyez pas que ce ne sont que des mots, c'est toute une histoire. Ce sont ses destins, et je n'en ai parlé que de quelques-uns. Aimez-la d'une passion toujours renouvelée, parce que mesurez chaque jour que c'est elle qui vous permet d'être des citoyens libres. C'est elle qui vous a fait naître libre, qui vous permet d'apprendre, d'être élevé dans la liberté, de juger, de savoir, de construire votre vie librement. Ça n'est pas donné partout, ça n'est pas été donné de tout temps. Alors à chaque fois que le drapeau tombera, il faudra le rehisser. À chaque fois que certains la menaceront, il faudra la défendre. Car d'autres avant vous l'ont défendue. Soyons donc tous rassemblés. Vous qui venez de rejoindre la communauté nationale, vous qui y êtes nés et qui y grandissez, et tous les enfants de la République, être français n'est jamais seulement une identité, c'est une citoyenneté. Ce sont des droits qui vont avec, mais ce sont aussi ses devoirs, c'est-à-dire l'adhésion à ses valeurs, à une histoire, à une langue, à une exigence
qui tient la République debout, car elle dépend de chacune et chacun d'entre nous à chaque instant. C'est un combat chaque jour recommencé. Alors ensemble, formons cette France unie qui peut tout vaincre. Et parce que, avec leur force d'âme, certaines et certains rejoignent aujourd'hui la République et que vous aurez à en reprendre le flambeau, alors avec confiance, oui, nous pourrons continuer encore longtemps de dire vive la République, vive la France. Avec nous. Oui, c'était vachement bien. Attends, c'est pas fini. Ah merde. 11 enfants. Ouais. Ah, mais c'est pas le même rythme que d'habitude. C'est bizarre. Ouais. En fait, ils ont mis le micro près du mec qui faisait une des deuxièmes voix ou des troisièmes voix, et du coup, ça fait trop chelou. Écoute. Ouais. C'est vrai. Wow. Ouais, c'est bizarre. C'est raté. Élevé. Alors vous êtes assis par contre. Hein. Personne n'a la Zéro main sur le respect pour cœur. la République. Ah, voilà. Après tout ce discours, vous avez toujours pas de respect pour la République, franchement. Je comprends pas. Hum. Alors, maintenant, justement, si tu veux l'ouvrir, camarade, on va pouvoir passer à la partie avec les micros. Parce que vous avez écouté, vous avez noté des trucs. Bah, je vais me lever mon cul aussi, voilà. Et quel mot vous avez noté? Bon, alors moi, du coup, j'ai rempli 2 pages. Et je pense qu'il y avait de quoi faire. C'était Oui, il y avait plein de dense. choses. C'était très intéressant. Très très intéressant. Voilà, je pense que voilà, ça nous manquait de pouvoir construire un peu du sens en commun là-dessus, parce que mine de rien, s'il y a bien un truc qui nous rapproche, c'est la République. Oui, bah oui. La République, c'est un bloc. La liberté, c'est un bloc. Et l'égalité et la fraternité, c'est chacun Alors, des voilà, blocs. tu veux dire quelque chose, camarade? Alors, non, bah voilà, quand il n'y a pas de micro, ça l'ouvre à tout bout de champ, et puis je donne un micro et c'est fini. Il disait que la République, c'était la liberté. La liberté, parce que le plus important, c'est sans doute la liberté. Et c'est très marrant qu'il insiste là-dessus, parce que du coup, j'avais extrait, dans Ouvrez les guillemets, un extrait où il dit oui, le plus important, c'est sans doute la liberté, mais en fait, il parle de la droite à ce moment-là. Il dit il y a liberté, égalité, fraternité. Pour la gauche, le plus important, c'est l'égalité. Et pour la droite, le plus important, c'est sans doute la liberté. Bon, bah là, il n'a pas beaucoup parlé d'égalité, je trouve. Ah, le micro, hein. Non, le micro. Non, mais il y a des gens, ils nous regardent et ils entendent du rien, Non, sinon. mais ce que tu racontes, c'était en fait, il le disait à des enfants dans une Il le école. disait à des enfants, mais ne sommes-nous pas un peu ces enfants? Ces enfants de la République, quelque part. Les enfants de la République, ne Ouais. sommes-nous pas les enfants de la République? Alors, qu'est-ce que vous avez noté? Parce que nous, on peut y aller, on peut déblatérer non-stop, mais vas-y, camarade. En vrai, on se fout de sa gueule, on rigole, mais c'est assez grave comme discours. Je trouve aussi. Et en vrai, ça fait plutôt flipper parce que du coup, en fait, c'est une sorte de confusionnisme permanent entre eux. Alors moi, j'ai noté des trucs. Alors c'est très universaliste, hein, mais ça, forcément, c'est républicain, c'est universaliste. C'est raciste, hein, sur fond raciste. Alors toujours avec une rhétorique qu'on pourrait que moi je qualifierais d'extrême droite, mais qui, aux yeux des médias et à ses yeux ne l'est pas, et je pense aux yeux de beaucoup de monde. Alors, t'as Quand noté il parle quoi? notamment de vêtements. Alors, vous avez l'habit républicain maintenant. Moi, derrière, je peux que penser à. C'est pas une djellaba, quoi. Non, voilà. Non, mais derrière, les mots ont un sens. Alors après, est-ce que je pars dans des délires? Peut-être. Hein. Y a plein de trucs. Donc ouais, c'est très raciste, universaliste. Moi, je trouve que c'est plein de confusion. À un moment, il parle de culpabilité, donc il nous fait culpabilité. Si vous voulez adhérer au pacte républicain, il faut être citoyen, très citoyenniste. On a beaucoup de conservatisme et puis sur fond de colonialisme, hein, clairement là, il faut le dire à des moments. Enfin. Alors vas-y, mais appuie par Ouais, des. mais j'ai pas eu le temps de tout noter, mais notamment intégration par l'histoire républicaine.
Enfin voilà, quand il parle des statuts, enfin bref, il y a quand même. Là, Tu voulais déboulonner des statues, toi. Pour toi, l'histoire, c'est pas un bloc, et on pourrait éventuellement faire le tri. Non, Ça mais- t'emmerde, cette idée que l'histoire soit un bloc, on pourrait déboulonner des Ouais, statues. mais l'histoire n'est pas un bloc, c'est ça le problème. Moi, je connais pas l'histoire des grands hommes. À la limite, bon, tu vois, je m'intéresse plus à l'histoire coloniale en tout cas. Elle est bien présente dans son discours. Citoyenneté, identité, il mélange les deux. Hein. Alors il dit, à la fin, il dit, nous sommes pas. Qu'est-ce qu'il dit exactement? J'ai oublié exactement la phrase, mais elle veut dire beaucoup. Il parle. Il s'agit. Être français n'est pas une identité, c'est la citoyenneté. C'est une citoyenneté, Et après, je sais plus ce qu'il dit. Mais en gros, c'est l'identité, quoi. Soyez français parce que vos descendants d'immigration ont fait l'effort de s'intégrer, Donc comme là, oui, personne ne le fait. Voilà, Il parle c'est de ça, séparatisme. Il est. Pardon. Non, mais oui, t'as raison, parce qu'il oppose du coup donc une citoyenneté à l'allemande pendant longtemps, droit du sol, droit du sang, au droit du sol, et de dire que du coup d'accéder à la citoyenneté française, c'est un pacte, c'est un contrat social. Mais il dit du coup, par contre, si vous signez le pacte, c'est vous prenez tout. C'est ça. Et puis je Ouais, suis le d'accord. package, quoi. Je suis d'accord aussi avec ce que tu dis sur le confusionnisme, parce qu'en fait, il cite tout dans son discours. Ouais, c'est ça. Il cite tout, tous les auteurs qu'il a pu citer, il les a cités. Il a pris à droite, il a pris à l'extrême droite, il a pris à gauche, pas trop à l'extrême gauche bizarrement, mais il a pris un peu tous les courants de pensée qu'il y a pu avoir. Il a cité Villers-Cotterêts, il a cité Rousseau, il a cité, je sais plus qui, il a cité Peggy, Joséphine Baker, il a cité Joséphine Baker, Marie Curie. Ça, c'est du Curie, Macron. quoi. Ouais. Ça, c'est du Macron. On cite tout ce qu'on peut citer. On dit, bah, si je cite tout le monde va être content. Je pense qu'il a dû se dire ça en écrivant son discours. Je suis pas sûr que ça ait fonctionné, mais voilà. Pendant un moment, j'ai cru qu'il allait sortir Azouz Begag, et puis je me suis dit non, quoi. Mais c'est vrai que Sarkozy nous avait sorti Jaurès, hein, donc je couperai systématiquement la parole aux gens qui parlent sans micro. Donc je peux sortir un deuxième micro pour les autres, parce qu'on a des moyens quand même à l'Aquarium Ciné Café. Venez nombreux. C'est quand même, les lieux de culture ont pris cher pendant le confinement. N'hésitez pas à venir à l'Aquarium Ciné Café, dont l'avenir est plus qu'incertain, n'est-ce pas? Voilà, 6 mois de recettes en moins. Ça juste pour pique. finir, quand même, j'ai une petite pensée pour la collégienne du début. Ah putain, ouais. Et qui, franchement, elle devait se sentir très mal et instrumentaliser l'adolescence. Enfin, je sais pas, c'est horrible, quoi. Et en plus, en pleine polémique avec les valeurs actuelles, tout ce qui se passe autour de ce qu'ils appellent le séparatisme, etc. Et je trouve ça quand même clairement d'extrême droite. En fait, là, on vient de voir un discours d'extrême droite. Et alors, je pense bah tiens, et si on en profitait, pour regarder un autre discours qui a été prononcé ce matin, avant celui d'Emmanuel Macron, qui est beaucoup plus court, je vous rassure. en 3 avance. minutes seulement, mais si vous avez du coup un papier, un crayon ou même dans le chat, essayez de trouver on peut jouer au jeu des 7 différences. Quelle est la grosse différence entre ce qu'a dit, quelles sont les différences entre ce qu'a dit Emmanuel Macron ce matin? Est-ce que tu es prêt, Baptiste? Tu sais pas s'il y aura du son. Ça change tout quand même. On peut faire le doublage du discours, sinon il n'y a pas de... Non mais on va revenir à celui-là parce que celui-là c'est juste 3 minutes. Mais du coup ça permet de développer ce que tu as dit pour voir. Essayons de chercher la différence entre le discours d'Emmanuel Macron et le discours de Marine Le Pen ce matin sur le même sujet. Donc sur ces 150 ans, République, machin. Est-ce qu'on pourrait transposer? Est-ce que Macron aurait pu dire le même? Est-ce qu'il aurait pu dire celui de Marine Le Pen? Est-ce qu'il reste des différences? Est-ce que tu es prêt? Allons-y, écoutons ça. Alors, il n'y a que 3 minutes, hein, ça devrait aller plus vite. Vendredi 4 septembre, nous célébrons le 150e anniversaire de la proclamation de la République. Une République née sur les ruines d'un empire, dans les affres d'une défaite humiliante, sous les terribles auspices de l'occupation et de la guerre étrangère, et enfin, dans le spectre affreux d'une guerre civile. Nous commémorons cette République qui s'installa non sans difficultés politiques et juridiques, mais qui aura eu l'immense mérite d'affirmer l'idée de la France comme nation politique.
Après 2 essais infructueux et même des dérives despotiques, cette Troisième République, en continuant de tracer le sillon immuable de l'histoire de France autour d'un État restauré, vint consolider notre système démocratique. Elle formalisa nos grandes libertés, comme celle de la presse ou de réunion, comme celle de manifester ou de se syndiquer. C'est elle encore qui assura, dans le cadre de la promotion républicaine, l'émergence d'élites populaires. Dans le même temps, elle arrima par l'enseignement de l'amour de la patrie, avec ses hussards noirs de la République, la conscience nationale de tous les Français. Notre pays est aujourd'hui victime de l'affaissement de l'État, du délitement de certaines de nos institutions et de l'abdication d'élites promptes à déléguer leur pouvoir à des autorités, y compris d'ailleurs étrangères. Très sûrement, mais de moins en moins imperceptiblement, la France glisse sur les voies d'une triste relégation politique et d'un déclassement économique sans précédent. Or, nous savons que le sursaut qui conduit au redressement et a fortiori à la puissance procède d'une volonté immédiate, comme celle des patriotes qui se levèrent immédiatement après le désastre de Sedan. Mais la République d'après 1870, celle qui a préparé la France à la terrible épreuve de 14, nous enseigne aussi que ce prodigieux édifice procède aussi d'une plus longue construction politique, née d'une vision et de valeurs assumées. Ce sont ces valeurs de la République qui s'imposent à nos mémoires et à nos consciences, à l'heure où la France replonge dans l'incertitude de temps agités, à l'heure où chaque Français en vient à douter pour lui-même, comme pour les générations qui viennent. Au moment où des études d'opinion démontrent des tentations de sécession territoriale, morale ou identitaire, au moment où surgissent des revendications obscurantistes et avec l'islamisme, des exigences de type théocratique, au moment où le débat est volontairement et artificiellement racialisé par des semeurs de discorde et jeteurs de haine au risque d'une guerre civile froide, comme aux États-Unis, jamais le message de notre République n'aura été si nécessaire. Ce message de fraternité et de liberté, ce message de protection et de justice, ce message d'une France sûre d'elle-même et de ses valeurs, c'est nous, authentiques partisans de la République française, qui le portons. La laïcité, l'assimilation républicaine, l'égalité des citoyens et donc l'égalité non négociable entre les hommes et les femmes. La ferme détermination face aux féodalités de tous ordres, la juste promotion de chacun en fonction des mérites personnels. L'unité autour d'une histoire que compte l'unifiant roman national. Cette passion de l'avenir qui résulte spontanément d'une communauté de destin, tout cela tient en une réalité politique, la plus belle qui soit, la nation. Face aux forces de division, de dissolution, c'est cette idée que nous devons faire vivre, faire grandir, faire triompher, car elle est la garante de nos libertés, de notre sécurité, de l'avenir de nos enfants, du rayonnement de notre pays et finalement de sa grandeur. Vive la nation, vive la République, vive la France. Ok. Voilà, Bon. bonne ambiance hein, ce soir pour la reprise. Hein? On se met dans le bain tranquillou, c'est la Voilà. rentrée. Est-ce qu'il y en a qui ont noté des points communs, des similitudes, ou l'inverse, des changements vraiment? Ah, là, il parle pas du tout comme Macron. On voit bien que là c'est une vraie fasciste. Macron, ça va encore. Est-ce que tu peux faire passer le micro derrière? Il y avait voilà. Si on a du jus là encore, si on a un peu du mou, voilà, c'est ça. Ouais. Bon, on n'a pas plus que ça comme mot. Ouais, c'est pas grave. Voilà. Ouais. En soulevant le ventilo, oui. Non, mais ça marche là, non? Ça le fait. Bon, c'est bon, c'est bon. Bah moi, ça m'a fait un peu rire parce que la semaine dernière, j'ai eu la bonne idée de regarder la rediff du débat Zemmour-Onfray sur CNews. Je l'ai regardé avant-hier. Voilà, parce que bah, j'aime apprendre des choses, quoi. Et du coup, bah, je trouve que les deux positions, elles sont bien retrouvées. Bah ouais, en fait, Le Pen, elle y va un peu plus fort, un peu plus dur. Bon, elle parle d'islam. Elle dit le mot islam. Ouais, Macron ne dit pas le mot islam. Macron, il joue plus en sous-entendu. Ouais, et c'est subliminal. Et en fait, pour moi, c'est assez rigolo parce qu'Onfray, il a une détestation de Macron, mais là, sur la question, vraiment, en fait, il y a un moment donné dans le débat Zemmour-Onfray où il parle de qu'est-ce que c'est que la France.
Et je trouve que c'est très 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 proche de qu'est-ce que dit Onfray, c'est-à-dire il parle des grands auteurs, de la culture, des paysages, et il dit exactement comme Macron, il faut aimer tout ça en bloc en fait, et c'est tout ça la France, et soit tu prends tout, soit tu fermes ta gueule. Et du coup c'était vraiment très proche, et Zemmour c'était la France c'est des frontières, et point barre quoi. Et du coup, Zemmour insiste aussi beaucoup sur les paysages, le ciel et tout. Ouais, mais c'est très très secondaire Maurras, quoi. quand même. Ouais. C'est assez secondaire. Et enfin, vraiment, je trouve qu'il y a les deux lignes politiques qui se retrouvent. Et du coup, par rapport à ce qu'il disait avant, je connais pas ton nom, excuse-moi. Je suis d'accord qu'il y a des relents d'extrême droite par moment dans ce que dit Macron quand il parle de séparatisme, de machin et tout. Mais c'est un peu plus caché, c'est un peu. C'est un plus peu fin, mais est-ce que c'est pas plus pernicieux du coup? C'est plus subtil, Bah, justement, c'est en regardant les deux discours. En Mais regardant les deux discours, carrément. je me disais, c'est pas le même vocabulaire, mais c'est la même chose en fait. Je suis en fait, moi, ça me fait penser à tous ces mouvements un peu tendance gaulliste. Moi, franchement, un peu UPR sur les bords ou trucs comme ça, quand même. Bon, alors, il n'y a pas les complots. L'UPR, si on dit que c'est de droite, c'est parce qu'elle est de cette tendance-là, sauf que l'UPR, la grosse différence, c'est l'Europe. L'UPR, ça reste un parti de droite comme les autres, mais anti-européiste. Mais du coup, en fait, c'est pas que c'est un discours UPR, c'est que c'est un discours de droite. Ouais, mais en fait, t'as toute cette frange-là aujourd'hui qui se classe pas forcément sur une ligne politique et qui se dit pas forcément de droite. Genre, t'entendras jamais quelqu'un de l'UPR dire qu'il est de droite, tu vois. Oui, mais enfin bon. Mais qui va faire. T'entendras jamais un flic dire qu'il est raciste. Hein. Oui, on est d'accord. On est d'accord. Mais tu vois, pour moi, ça fait vraiment penser à la ligne Macron, justement, où de droite dure sans s'assumer telle qu'elle et en balançant quelques belles valeurs au visage comme ça, quoi. Et je suis d'accord avec ce qu'il disait avant, il y a quand même un sacré confusionnisme. Je pense que moi, le moment qui m'a fait le plus péter un câble, c'est quand Macron parle du fait que en gros, on a un beau système social et que ceux qui le protègent, c'est les flics et les juges, et que les gens qui sont violents et qui vont dans la rue, c'est eux qui mettent en péril ça. Je l'ai noté. Ça me paraît quand même complètement ouf, quoi. Je l'ai noté. Il a vraiment mis les deux idées l'une derrière l'autre. Ouais. Il a mis d'abord les policiers, les gendarmes et ensuite les juges, les préfets. Et il a utilisé le mot État-providence. Donc vous savez peut-être qu'en fait, à la base, l'État-providence, c'est un mot qu'on utilise pour critiquer l'État. L'État social, ouais. C'était une moquerie d'un député, je sais plus. Anglais Non, c'est un député anglais. Non, je pense que c'était pendant la Restauration, c'était un député. Non, c'est chez nous. Ouais, je crois. Bon, en tout cas, à la base, c'est pas un truc de gauche, tu vois, de dire on vous offre l'État-providence, tu vois. C'est un truc de droite pour dire vous leur proposez l'État-providence. Bon, bah lui, il reprend le terme. Ce qui est intéressant sur le vocabulaire aussi, c'est que pour dire la même chose, ils ont des mots différents, mais c'est ce que tu disais, c'est Macron, c'est plus insidieux, mais c'est les mêmes choses. Il parle de séparatisme, il va dire certains, souvent au nom de Dieu, Marine Le Pen va dire l'islamisme directement, mais au final, le discours derrière est le même, en fait. C'est juste que Macron, il va pas employer les mêmes termes, mais il y a en transparence, il y a quand même les mêmes thèmes qui reviennent, et ces thèmes sont apportés de la même façon. Enfin, c'est l'impression que j'ai eu en écoutant les deux discours, en tout cas. Je rappelle que, puisqu'on parlait tout à l'heure d'obéissance à l'État, du fait qu'on a obéi relativement bien à Macron quand il nous a confinés, etc. Je rappelle que s'est tenue une messe à Saint-Nicolas du Chardonnay qui était tout à fait interdite en l'état. Les flics ont fini par arriver au bout d'un moment, tout le monde est sorti dans le calme, personne n'a été interpellé. Moi, je pense que voilà, à Saint-Nicolas du Chardonnay, il y a eu une petite sécession, je crois qu'à un moment, voilà. Mais je pense pas que c'était à eux qui pensaient. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui veulent réagir? Et évidemment, priorité aux filles. Est-ce que tu peux faire passer le micro, Yuri, derrière? Voilà. Faut encore. Je voulais revenir sur le discours de Macron. En fait, il y a un truc, moi, qui m'a particulièrement choqué, c'est quand il commence son discours, il parle d'une personne dont j'ai pas retenu le nom, en disant que c'est une personne de sang mêlé. C'était Gambetta. Voilà. Enfin, en fait, juste le fait qu'on assume qu'il y a la possibilité d'avoir des gens de sang mêlé, ça veut dire qu'il y a des gens possiblement qui sont de sang pur. Et juste le fait que ça passe dans le discours, en fait, je trouve ça d'extrême droite, complètement choquant. Et par la suite, il reprend l'histoire de personnes importantes qui n'étaient pas françaises de souche, on va dire, comme Marie Curie, Gisèle Halimi, tout ça, pour dire que ces personnes-là se sont battues pour la France, entre guillemets. C'est marrant parce qu'elle va pas vouloir dire blanc ou non blanc,
sans mêler, je te choque, puis derrière tu dis de souche entre guillemets. Bah, de Peut-être que souche, là, mais on sans pourrait mêler, dire mais blanc et non blanc. blanc voilà, et il y a non un- blanc, il y a mais un- tout me choque en fait. Enfin, le fait qu'on fasse une distinction entre ces gens, en fait, de base, enfin, je trouve ça choquant. C'était des Français, peut-être d'origine étrangère, ça, ok, très bien, il y a pas de souci. Ils sont pas obligés de renier leurs origines, mais en tout cas, enfin, je trouve ça choquant de dire le mot sans mêler, parce que sans pur de souche, tout ça, c'est la même chose, et c'est hyper choquant. Donc Oui. après, ici, de ces grandes personnes qui ont fait beaucoup de choses pour la France, qui ont fait rayonner la France, mais en fait, il fait comme si ces personnes-là avaient voulu faire rayonner la France, alors que Marie Curie, Gisèle Halimi, c'était pas faire rayonner la France, leur objectif pas du tout. Marie Curie, son truc, c'était la science pour le bien commun. Et Gisèle Halimi, elle s'est pas du tout battue pour la France. Enfin, son dada, même, c'était plutôt au contraire contre le colonialisme, contre la torture faite en Algérie. Et en fait, ça me choque cette manipulation de la mémoire de personnes qui sont mortes et qui ont fait des choses pour la liberté de tout le monde. Et il s'en sert finalement dans un discours qui rejoint vraiment le discours d'extrême droite, comme ça a été dit un peu plus tôt. Récupération, quoi. Exactement, c'est Ouais, ça. c'est ce qu'on rejoint dans le confusionnisme. Quelqu'un est mort, tu peux le récupérer, tu l'intègres à ton C'est discours, peu importe qui c'est. Et Voilà, puis, ça passe. au-delà de ça, en fait, il cite toutes ces personnes-là et il dit maintenant, vous êtes français. Donc, en fait, vous êtes français, mais c'est quand même mieux si vous avez eu un prix Nobel. Vous êtes français, mais c'est quand même mieux si vous savez bien parler le français, parce qu'il y a quand même tout un passage hyper long sur la langue française. Mais c'est vraiment très long. Vous êtes français, mais quand même, ça dépend, en fait. Et je trouve ça hyper choquant, en fait. Dans le discours, moi, c'est ce qui m'a le plus marqué. Ce qui est intéressant aussi, c'est le fait de prendre Villers-Cotterêts en disant maintenant tout le monde parle français, c'est bon, il y a eu Villers-Cotterêts, c'est fini. Alors que je pense que jusqu'au début du XXe siècle, il y a encore plein de gens qui parlaient pas français. Même dans les tranchées de la guerre 14-18, il y a plein de gens qui parlaient pas français. Des Auvergnats, des Normands, des Bretons, tout ce que ils parlaient leur patois, machin. C'est pas parce que tu as décrété. Villers-Cotterêts, c'est juste qu'on a appliqué le français au papier officiel. Ouais, c'est ça. Ça veut pas dire qu'on a imposé la langue française sur le territoire, et c'est imposé très très tard. Et à la tu rajoutes tous les territoires d'outre-mer, les ex-colonies, etc., ou encore aujourd'hui, la langue courante, c'est pas forcément français. C'est un mythe républicain. Enfin non, c'est un mythe français qu'il essaie de transformer en mythe républicain. Et ça, c'est une autre idée qui m'a paru... moi, c'est un des trucs qui m'a paru le plus choquant, en fait. Dans le genre confusion, récupération, truc d'extrême droite. Alors, j'ai noté les expressions. Par exemple, Marine Le Pen parle d'un sillon immuable. Macron parle... Alors, un sillon, ça va tout droit, hein. Un sillon, il n'y a pas de choix, on n'a rien choisi. Et il est immuable. Non seulement il va tout droit, mais pour longtemps. Donc voilà, il y a l'idée que voilà, on est sur la France, c'est ça, c'est unidimensionnel. Macron dit que c'est un bloc. Donc il y a une histoire. Donc Macron dit il y a la République avant la République. Donc les gens qui tirent, qui envoient les fusils et les baïonnettes contre les républicains, c'est déjà la République, quelque part. À part ça me fait marrer de voir Marine Le Pen, le FN et l'extrême droite soutenir la Troisième République et faire rendre hommage à la Troisième République, alors que ceux qui ont quand même pas mal essayé de faire des coups d'État pendant la Troisième République, c'était l'extrême droite aussi. Donc, j'irais même plus loin, elle m'a étonné en étant plus de gauche sur des trucs, parce que Macron nous fait la liberté, tu sais, dans l'absolu, comme un espèce de principe, donc la liberté formelle, en fait, la liberté bourgeoise. Vous savez que les bourgeois, pour pas qu'on leur enlève le droit de posséder les moyens de production, de fixer leur prix, de fixer le prix de la main-d'œuvre, etc. Ils ont toujours invoqué la liberté. C'est pour ça que c'est leur grand truc. Mais Marine Le Pen, elle a quand même cité la liberté de manifester et de se syndiquer. Marine Le Pen. Est-ce qu'il y a d'autres réactions ici, là? Non, prio pas aux mecs, du coup, hein, à chaque fois. Prio aux meufs. Merci. Pour les similitudes dans les discours, quelque chose qui va marquer, c'est au niveau de la forme. C'est ce rythme qu'il y a entre quelque chose de très négatif et quelque chose de très positif. Et ça se retrouve dans les deux discours des deux personnes. Je pense que ce rythme positif-négatif, il rejoint aussi l'idée de les droits et les devoirs. Les droits et les devoirs. Au début que Marine Le Pen a commencé à parler, je l'ai trouvée très anxiogène. Elle mettait beaucoup d'adjectifs, grosse accumulation d'adjectifs, et puis quelque chose de très positif. C'est moins marqué dans le discours de Macron, mais ça se retrouve aussi. Oui, non, c'est vrai. Marine Le Pen est la meilleure, hein, quand vous regardez des discours en entier ou je sais pas quoi. C'est la meilleure pour trouver des formules angoissantes, etc. Parce que l'extrême droite a toujours beaucoup reposé sur le fait de faire peur. Nous, l'extrême gauche ou la gauche, il suffit de dire regardez, ça va déjà pas. L'extrême droite, eux, il faut qu'ils fantasment un truc à venir horrible, qu'ils en rajoutent à fond.
qui se disent que voilà, le moindre. Mais aussi, tu parlais des structures, mais aussi, je pense, la présentation. Bon, ça, je pense que c'est un peu un coup de Marine Le Pen pour dire regardez, je suis présidentiable, je suis dans une cour d'un bâtiment qui ressemble à l'Élysée. Ça peut être moi la prochaine présidente. Macron est au Panthéon. J'ai vu les commentaires sur le chat, j'en ai noté quelques-uns. C'est la réverbe de l'église catho, on se croirait à la messe. C'est un sermon religieux, il va finir par dire amen à la fin de son discours. Alors, on avait pas mal ce côté sermon religieux qui ressortait aussi dans le discours de Macron. Et ça peut être aussi un point commun, cette espèce de solennité qu'il n'y aura pas forcément dans n'importe quel discours politique aussi. C'est revenu dans les deux discours, quelque part. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui ont des choses à ajouter encore Oui. Moi je voulais revenir sur la proximité idéologique des deux personnages. En fait, leur source, c'est le roman national français. Il se construit comme le roman se construit vraiment entre 70 et 80, ce roman national. Et ces deux bonhommes, Le Pen et Macron, puisent dans ce roman national. Donc la proximité idéologique, droit, devoir et genre de conneries, c'est normal. Le racisme, c'est normal. Et si on nommait une objection, on est anachronique. Ok ? On n'a pas le droit de dire que Ferry est un gros raciste, Renin un gros raciste. Le racisme n'existait pas vu que 99% des gens étaient racistes et la pensée non-raciste était très minoritaire, quoi. À l'époque de la construction du roman national. Vous voyez ? Le racisme comme concept n'existait pas. Vous comprenez ? On était raciste. Pour moi, le roman national, ça arrive dès la Troisième République. Oui, c'est 1870. Ah oui, d'accord. Elle n'arrive pas d'un coup, c'est une succession de petites lois. En 70, c'est une date bidon. On a pu prendre 71. Et dans 71, choisir la loi la plus intéressante qui va représenter notre République. Là, on nous explique que c'est Gambetta qui aurait sauvé la France, alors que c'est un gros traître, vu que la commune qui s'encloche derrière prouve que le Parlement français, source de la souveraineté dans un régime républicain, a décidé que les communards étaient des traîtres. Donc il y a une récupération là complètement révisionniste de l'histoire, c'est un peu hallucinant. Mais bon, c'est pas de l'histoire, c'est de la mémoire. Non, c'est de l'histoire, c'est du révisionnisme total, quoi. Ils parlent de la liberté, mais d'abord les droits, les devoirs. Ensuite, ils développent un peu sur la liberté. Bon, la Miss Le Pen ne dit même pas le mot liberté. Faut noter. Hein, si, elle le dit, le mot liberté. Non, mais elle n'introduit pas le mot liberté. Elle le dit pas, moi, ça m'a choqué. Elle le dit pas après. Elle le dit, liberté manifeste, etc. Oui. Mais j'ai pas entendu, on va développer sur la liberté, 3 petits points. Mes enfants, vous êtes libres. Non, on n'est pas libre, on a les droits et devoirs. Et Macron nous développe le fait qu'on est libre par la République. Par les droits et devoirs, je suis désolé, moi je suis libre de ne pas aimer. Je suis désolé, mais si j'ai pas envie d'aimer, j'aime pas. Mais on est libre de pas aimer, mais il faut quand même tout accepter d'un bloc, en gros. C'est un peu je suis historien, franchement, il m'a sorti des dates, je me rappelle plus et je m'en bats l'œil, quoi. Je suis désolé. Et pourtant, je suis historien, donc les autres, je sais pas, si le citoyen lambda, Villers-Cotterêts, ça vous dit quelque chose ? Moi, c'est sympa pour moi, parce que pour les archives, à partir de Villers-Cotterêts, j'ai plein d'archives. D'accord ? Mais vous n'avez rien à foutre. Ça ne vous concerne pas. Donc oui, pour mes archives, c'est génial, Villers-Cotterêts. Mais pour la France, non, ça n'existe pas. Oui, ça change. C'est ce qu'on disait, ça changerait au pays, quoi, ce truc-là. C'est le roman national, quoi. C'est la mythologie. Il n'y a pas de commune, on s'est toujours aimé. Gambetta était apprécié en France. C'est du révisionnisme total, mais ça passe comme une lettre à la poste. J'ai bien aimé ta petite obsession sur les statues, là, Macron aussi. On ne déboulonne pas les statues, il y en a, je crois, aucune qui a été déboulonnée. Il y a peut-être eu 1 ou 2 trucs tagués, il y a eu des statues peut-être taguées. Ouais, il y a une statue de De Gaulle en Martinique qui a été taguée, une statue de Schulcher en Guadeloupe, je crois, c'est à peu près tout. Et lui, il revient tout le temps là-dessus pour dire on n'enlève pas des morceaux de l'histoire alors que ça n'a rien à voir. Enfin, qui a appris l'histoire en regardant des statues ? Enfin, je pense pas grand monde. C'est un peu une petite obsession qui revient. Je pense que c'est assez efficace pour une certaine partie des gens qui se disent ah non, il y a des franges extrémistes qui veulent déboulonner les statues. Ça, c'est un peu un discours de la peur qui est pareil, plus subtil que celui de Marine Le Pen, mais qui revient aussi pas mal chez Macron et qu'il a déjà utilisé pendant le confinement aussi. Il y a d'autres mots que j'ai notés en commun. Allez-y, vous pouvez faire circuler le micro s'il y a des gens qui veulent le micro. Il y a d'autres mots que j'ai notés exactement en commun entre Macron et Le Pen. Communauté de destin, d'opposer donc la division à l'union civile. Et voilà, il y a un appel à l'union. Chez les deux, en fait, il y a ça. Il y a un appel à l'union face aux divisions. Et donc, on voit très bien de quelle division il parle. Parler de la justice. Ah, c'est gentil ça, de l'eau. Laïcité, mérite. Voilà, tout ça, ça revient dans les deux discours.
Est-ce que ça accrédite la thèse d'Emmanuel Todd du macrono-lepénisme? Est-ce que c'est si différent? Quelle est la différence de fond, vraiment, entre le projet de société, la vision de la République de Le Pen et la vision de la République de Macron? Vous avez vraiment trouvé des vraies différences, à part au niveau du vocabulaire? Si, une critique des élites chez Marine Le Pen, mais qui est opportuniste, quoi, parce que bon... Tu peux difficilement critiquer les élites quand tu es président de la République, c'est plus galère quand même. Non, il critique l'État profond s'il faut, au pire. La liberté, ça d'accord. Le sillon, d'accord. Ah oui, la peur de la relégation. Les deux ont ce truc de voilà, pour pas être relégué. Alors par exemple, Macron dit il faut on peut tout vaincre, je crois. Unis, on peut tout vaincre, un truc comme ça. Unis, voilà, oui c'est ça, on peut tout vaincre. C'est bien ça. Ils ont pareil, histoire, ils insistent sur histoire et valeur. Voilà. Sur la République. Est-ce que vous avez énormément entendu le mot démocratie? Marine Le Pen l'a dit. Ça fait peur hein, qu'on en arrive là quand même, il me semble. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui ont un truc à dire? Oui, camarades? Justement, en même temps, ça recoupe très bien avec le fait que ça fait des années qu'il se tape des mouvements sociaux très importants, plus une crise du Covid. Et il utilise tout ce terrain qu'il considère comme une crise, en fait, pour renforcer le fait que la République est en danger, à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, à savoir la République est fragilisée, donc il faut qu'on soit tous unis unilatéralement, sans opposition pour elle, discours bienveillant sur les valeurs de la République, sinon, gros yeux, vous avez des devoirs, et si vous ne faites pas vos devoirs, et si vous n'êtes pas dans la vision, le bloc global à tout accepter, vous êtes contre nous, c'est le discours, enfin c'est binaire en fait, ça fait de celui qui se pose un esprit critique sur la France actuellement un ennemi, littéralement. On parle d'union sacrée, parfois. Exactement. Et c'est pour ça que c'est là où je rejoins sur le fait que, monsieur, que en fait, tout ce qu'on entend sur le roman national, ce genre de choses, on se rend compte que c'est par la culture populaire qu'on pourrait vaincre ça, et qui est le grand combat à mon sens. C'est-à-dire que on a complètement abdiqué une véritable culture civique, historique, sociologique, une histoire politique et économique. C'est-à-dire on n'a pas donné aux gens les armes pour ce genre de discours, pouvoir concrètement savoir ce qui est l'ordre du bullshit, de ce qui est l'ordre de choses peut-être vraies, et ensuite réutiliser, réinterpréter. Et c'est tout ce qui manque en fait aux gens. J'entends beaucoup de gens par exemple qui parlent qu'est-ce que serait la France d'après si on changeait de régime, mais qui disent que, et c'est pour moi assez juste, c'est pas juste un instant où il y a un basculement, c'est qu'il faut derrière, il y a tout un problème, c'est que les gens, on leur a refusé pendant très longtemps une culture pour avoir les armes en fait de démêler ce genre de discours, pour pouvoir proposer ou en tout cas réfléchir d'une autre matière. Et là, c'est clairement ce qui fait, c'est ce qu'il faut quand on entend ce genre de discours, parce que dans le fond, ils disent la même chose, Le Pen et Macron, mais là où pour moi Macron est beaucoup plus dangereux, c'est qu'il maîtrise tout un vocabulaire qui est d'ailleurs pas mal issu du néolibéralisme, où il joue sur les mots, les nuances. Il dit pas l'islam, mais il la cite de toutes les manières possibles sans prononcer le mot. C'est-à-dire communautarisme, séparatisme. Il est beaucoup plus dangereux pour ça, parce que il a une utilisation des mots qui est terrible. Pour le coup, ça recoupe avec, ça a déjà pu être dit, mais ce que disait par exemple la Franck Lepage sur, effectivement, tout ce qui est question d'éducation, de culture, de langage. Qu'est-ce qu'on peut faire dire à travers ça? Et c'est pour moi, je trouve là qu'il y aurait le terrain des combats, je veux dire, parce que quand on entend ça, effectivement, ça fait très peur. Mais je suis sûr également que si on sort et qu'on en parle à beaucoup de gens, ils ne verront pas forcément, entre guillemets, à mal. Et je dis pas ça parce que, c'est parce que il faut quand même avoir une forme de gymnastique sur cette. C'est pour ça qu'on fait ça collectivement Tout à fait. ce soir. Je pense que tout le monde a noté des trucs en particulier. Il y a peut-être le chat avait noté d'autres trucs, ou ils étaient scandalisés d'autres trucs, ou pas? T'avais noté des trucs? Il y a quelqu'un qui dit que c'était l'orateur le plus nul depuis François Hollande. Je trouvais que ça faisait un peu court, mais bon, voilà. C'est vrai que c'est un très mauvais comédien. Si quand même le ton de condescendance quand il parle de la grande joie et de l'honneur d'intégrer la République française au tout début, avec ce regard de oh là là, il est magnifique dans le genre. Vous qui n'étiez rien. Voilà, vous qui n'étiez rien et qui rejoignez. Vous êtes maintenant français. C'est ça. C'était quand même. C'est la méga classe, je vous le dis. C'est un sillon. Non, c'est pas lui. Non, c'était quand même assez magnifique. Non, mais c'est grave cette phrase, parce qu'il parle de naturalisation à ce moment-là. Donc clairement, là, si on n'est pas dans un discours d'extrême droite, en rhétorique, moi je suis mauvais, mais là on a l'exemple type, quoi.
Oui, alors d'ailleurs, je notais un truc, un petit paradoxe, moi qui m'amuse depuis quelques années. C'est notamment depuis les années Charlie. Bon, il a insisté sur le droit au blasphème, ce que personne ne remet en cause ici, j'imagine, le droit au blasphème, sauf contre la République. Voilà, il y a des nouveaux sacrés. Alors en plus, il y avait toute la pompe républicaine de ce panthéon, le choix même du lieu, qui est le lieu des grands hommes, le lieu des morts, le lieu de la mémoire. On peut rien dire contre les morts. Il n'y a pas plus sacré que les morts. On revient à la symbolique de la messe. De toute oui, façon. Symbolique de la messe, mais les morts, le panthéon. C'est vraiment un des premiers trucs qu'on a sacralisé, nous, en tant qu'humanité, c'est les morts. Qu'est-ce que tu veux dire quand tu es devant la tombe il y a Marie Curie derrière, je sais pas, il y a peut-être Gambetta ou je sais pas qui. Voilà, on peut rien dire. Et donc voilà, il dit qu'on a l'injonction quand même à être toujours du côté de la liberté quand la censure progresse. Moi, je trouve que la censure progresse quand même à cet égard. C'est-à-dire que moi, quand je vois, alors déjà cette espèce de mise en scène pompeuse avec cette pauvre gamine là au début avec le micro, avec ces nouveaux Français, ces naturalisés. C'est ce que je disais tout à l'heure. Si eux ils deviennent pas de droite, il saura plus quoi faire Macron. Voilà. Quoi, parce que là. C'est vraiment une mise en scène en mode petit père des peuples, on fait venir des enfants. Il y a un truc, mais moi, de Corée du Nord, quoi. Et je pensais à ça parce que j'ai vu cette semaine aussi, pour l'anecdote, Danielle Obono, qui a eu le malheur de pas être Charlie quand fallait être Charlie, et elle a eu le malheur de faire un billet où elle a expliqué pourquoi elle était prise dans ce paradoxe entre évidemment qu'elle voulait défendre la liberté d'expression, mais elle sentait bien qu'il y avait une injonction qui venait du haut et qui lui était faite à être Charlie là à ce moment-là contre les musulmans dans la rue machin, et que ça l'a travaillé, qu'il y avait une contradiction et qu'elle disait non, j'ai pas pleuré Charlie à ce moment-là, et je l'ai vu chez Bourdin, et Bourdin il fait vous avez pas pleuré Charlie, Daniel Obono. Pourquoi vous n'avez pas pleuré Charlie? Alors, faudrait pleurer sur commande maintenant dans ce régime, en fait? Comme en Corée du Nord, vous savez, quand un dirigeant meurt, il faut que tout le monde aille pleurer dans la rue, exprès, machin, tout ça. Donc moi, c'est pas sur le sujet du fond de Charlie, pas Charlie. C'est ce qu'ils attendent de nous. Ils attendent vraiment qu'on ait les affects adéquats. À un moment, il avait été question aussi de « Moi, je veux que les Français aiment ». Mais on peut pas commander ce que les gens aiment ou n'aiment pas. C'est les affects, c'est rien. On est nous-mêmes pris dans nos affects. On est victime de nos affects. Si on n'aime pas, on n'aime pas. C'est pas parce qu'on va nous dire aime ça qu'on va aimer. Ou alors faut qu'on fasse semblant. Donc on rentre dans un grand régime où on baisse la tête quand on nous dit de baisser la tête. On aime la patrie quand on nous dit d'aimer la patrie. Et pour ça il y aura le SNU. Et pour ça il y aura machin. Bon, moi je suis super. Bon, ça me fait plaisir de vous revoir. Mais je suis super inquiet. Moi, j'attendais que vous me rassuriez aussi, que vous me disiez bon, t'en fais pas, cette année on les nique. Cette année on a plein de propositions. Non, oui. Non, mais par contre, tu peux leur dire au moins une chose. C'est quand ils te disent. Et là, je suis en train de dire ça sur le live d'ailleurs. Juste petite parenthèse. Je sais que moi-même, je peux être épinglé pour ce que je viens de dire et que je peux être cancel. Cancel parce qu'une fois j'avais dit un truc sur les flics ou je sais pas quoi, pareil, Valeurs Actuelles qui reprend un bout, je me prends un harcèlement de l'extrême droite, je me prends un harcèlement avec des messages de menaces de flics en DM, en message privé, etc. Moi j'appelle ça, c'est de la censure, et je croyais qu'on était pour la liberté et contre toutes les censures, mais apparemment sur la police, ça me paraît plus compliqué. Tiens, dernier petit point. Excuse-moi, après je vous le file, mais il a quand même insisté aussi sur l'égalité devant le droit. Voilà, le droit. J'ai eu un flash d'Alexandre Benalla derrière Madad quand il a dit ça. Devant la loi. Très bien. J'attends de voir ce que va donner le procès Sarkozy qui va démarrer là dans pas longtemps. Un des procès Sarkozy. Un des procès Sarkozy. Il y a le procès en appel de Marc Joulot aussi. Voilà. Il y a plein de trucs. Et on attend de voir les policiers suspendus, les policiers condamnés aussi. Bayrou nommé au commissariat au plan. Bayrou. Darmanin Voilà. toujours ministre à l'intérieur. Donc on l'attend, l'égalité devant la loi. Enfin voilà, tu vois, avec l'affaire Business France. Enfin, il y a plein de trucs. Voilà, je suis sur Vénère. Il y a rien qui va. Voilà. Oui. Ouais, je voulais juste rajouter 2 trucs sur ce que tu disais, mais en fait, ce discours, il y a une grande partie aussi qui chie sur tout ce qui... En gros, il chie sur tout ce qui s'est passé avec les manifs Black Lives Matter. Il chie sur toutes les violences policières et tous les morts pendant le confinement. Il chie sur toutes les personnes racisées qui subissent du racisme systémique au quotidien. Il leur abaisse un truc de « vous n'êtes pas assez intégrés ou assimilés pour... » voilà, etc. Et ce discours de fond, il est insupportable au bout d'un moment. C'est pour ça que moi, ça me faisait pas rire. C'est qu'à un moment donné... quand derrière il parle d'universel, je sais pas s'il prononce le terme universalisme,
Mais Si, tout ce qui s'est si, passé, si, si. si, il l'a sorti, moi je l'ai noté, mais je me rappelle plus. Je suis hyper biaisé comme personne, mais et du coup, à un moment donné, bah non, on peut pas chier sur des personnes qui sont soulevées. Et je vais dire je m'inclus dedans clairement, d'origine algérienne. Et moi, ce discours me fout profondément la haine, comme quelqu'un dont on chie dessus sur une base républicaine. Comment on veut ensuite parler à des collégiens issus de troisième ou quatrième génération non blancs du Maghreb ou d'Afrique subsaharienne? Comment on peut instrumentaliser à ce point-là le racisme systémique dans un discours qui paraît très bien, très rationnel en soi. C'est ça le pire en plus. Moi, ça me dégoûte en fait. Mais c'est pour ça, à des moments, ça me faisait rire. Et puis à des moments, j'étais là en mode, mais en fait, j'entends la salle rire, mais putain, c'est grave quoi. Ouais. Mais ce discours en plus, il est dans la continuité de ce qu'il a fait juste après les premières manifs Black Lives Matter, après le confinement, les manifs pour Adama Traoré, tout ça. La première sortie de séparatisme. Ouais, la première sortie de séparatisme, mais le discours, on attendait, parce que Castaner avait dit, ouais, quand même, il a fait un discours absolument nul où il avait fâché tout le monde, y compris les flics et les gens qui manifestaient contre les violences policières. Et Macron attendait un peu le discours en disant est-ce qu'il va dire au moins un mini truc, et non, rien du tout. Et c'était exactement dans cette lignée de ce qu'il a continué à dire là. Je pense qu'il a choisi sa ligne là-dessus. Rien de bien surprenant pour le coup. J'ai trouvé la citation, il parle d'universel. En effet, il parle d'un esprit français qui tend vers le génie universel. Et ça, c'est génial, cette prétention à l'universel qu'on retrouve surtout chez les dominants, évidemment. Qu'est-ce qu'on avait noté d'autre? Les rites, ouais, d'accord. Juste, moi, par rapport à ce qui a été dit et par rapport aussi à ce que tu disais sur l'injonction à aimer, etc. Et ça m'a fait marrer parce qu'à la fin du discours, ça a été crié à un moment dans la salle, je ne sais plus par qui. Mais moi, en fait, ça m'a énormément fait penser au discours de Sarkozy il y a quelques années, aimez-la ou quittez-la. On était totalement dans cette ligne-là, quoi. Exactement, sauf que lui, il propose même pas de la quitter. Mais c'est vrai moi, j'avais même noté axe du mal. C'est-à-dire que vraiment, il y a la République et il y a ce qui va vous mettre en dehors de la République et donc qui va légitimer contre vous tous les excès possibles des flics, des juges, des discours politiques, de stigmatisation, etc. Vous êtes avec nous. En fait, voilà, ça veut dire ça, un bloc. Vous êtes avec nous ou contre nous. Il y a un truc, mais de néoconservateur. Enfin, voilà. J'avais noté axe du mal, ouais. L'éternel français, enfin, il n'y a que des trucs. Une chaîne du temps qui nous relie, il y a une continuité française. Oui, camarades au fond, peut-être priorité toujours pareil. Hein. Non, mais juste un petit truc sur. Là, en fait, le discours a tellement bougé à droite, pas juste le discours de Macron, hein, le discours public a tellement bougé à droite que c'est vrai qu'on a tendance à essayer de chercher, pas les cesses différentes, justement, de constater que, ok, on aurait tendance à dire c'est la même chose, ils disent la même chose. Sur le séparatisme, ils sont d'accord, ils en parlent tous les deux, et que ça serait kiff-kiff bonnet blanc, quoi. Mais en fait, le truc, c'est que eux, c'est pas comme ça qu'ils pensent le truc, c'est-à-dire que Macron et Le Pen, qui tous les deux veulent en gros transformer la présidentielle en un contre un, parce qu'ils ont tous les deux intérêt, elle à être l'opposante première, et lui en fait à être élu uniquement parce qu'il sera face au Front National. En fait, à partir de maintenant et puis dans la continuité jusqu'à la présidentielle, ce qu'on va se manger dans le débat public, c'est comment eux, ils vont essayer de se faire la différence. Donc on voit que sur le séparatisme et ces trucs-là, Macron, il a renoncé à faire la différence. Par contre, je pense pas qu'ils le vivent exactement comme ça. C'est-à-dire que quand il commence son discours en disant justement l'intégration, je vais mettre en avant des grandes femmes, des personnes, des Français qui viennent, qui sont d'origine étrangère ou des dom-toms, etc. Quand il fait ça, je pense que lui, il le vit comme un truc en disant c'est là, je vais faire une différence avec le Front National. Je pense vraiment que lui, il le vit comme ça. C'est-à-dire qu'en gros, eux, ils vont chercher à faire leur différence sur des trucs comme ça. Franchement, le tout début. Le truc un peu jacobin, c'est pas une couleur de peau, c'est des valeurs, etc. Il l'aurait pas fait comme ça, mais Mélenchon est capable de faire à peu près un truc un peu comme ça. C'est-à-dire que c'est pas encore déconnant. Sauf qu'en fait, la structure de son discours, c'est vraiment, je suis pas raciste, mais c'est vraiment exactement la même truc. Mais sauf qu'il y a quand même, en fait, lui, il le joue comme ça, c'est-à-dire qu'il y a ce truc-là. Et elle, en face, tu l'as relevé tout à l'heure. Moi, je trouve ça extrêmement inquiétant parce que du coup, elle fait pas du tout la même chose que lui. Il y a des points sur lesquels lui, il est sur la même rhétorique, mais quand elle dit qu'elle parle de liberté de se syndiquer, etc., c'est ouf que ce soit elle qui parle de ça.
Et lui, il fera rien là-dessus. C'est elle qui parle de la peur du déclassement, etc. Et elle, ça veut dire que c'est là-dessus qu'elle va jouer. Et un dernier truc sur l'utilisation de l'histoire. Moi, je pense que lui, il se vit son discours comme étant, justement, je vais faire un consensus national. Sauf que donc je vais name dropper tout le monde, etc. Ok, voilà. Sauf on que a je vais vu quand même Sarkozy dire... name dropper Jaurès. Hein. Oui, voilà. En fait, il joue à ça, et sauf qu'il va quand même dire, ouais, par contre, BLM, etc. Non, ça, niquez-vous. Mais les autres, c'est bon, on est ensemble, c'est tout pareil. C'est pas ce qu'elle fait, elle. Elle, quand elle est beaucoup plus offensive. C'est-à-dire que contrairement à lui, qui donne une espèce de truc un peu éthéré, genre la République, la France éternelle, on est tous citoyens, on est tous frères, c'est super. Elle dit. Elle fait une espèce de contextualisation bizarre de la naissance de la Troisième République qui, en fait, ce qu'elle fait là, c'est qu'elle fait un parallèle avec maintenant. Quand elle dit cette République est née contre les puissances étrangères, dans un état de guerre civile, etc. Pourquoi elle dit ça? C'est la même rhétorique que la campagne de Trump actuellement. Ils font exactement la même chose. Elle joue pas au même jeu que lui. Vous allez voir monter la thématique de la guerre civile et de l'autodéfense. Et ça, franchement, je pense qu'il faut le noter. Là, on a trop tendance à dire monter chez Xavier là, Bertrand. en fait, Macron, il est tellement de droite que maintenant, on fait plus la différence avec Le Pen. C'est pas vrai. Il faut qu'on commence à cibler les points où définitivement c'est là que le débat va se passer. Et c'est horrible parce que ça veut dire que la fenêtre c'est vraiment déplacée et qu'en fait les points de divergence ça va être ça. Et le pire c'est que du coup on peut pas compter sur ce connard pour parler du social, de peur de déclassement, etc. Et que c'est Le Pen qui va tenter de récupérer les fruits de ce truc-là. Et c'est ça, faut le voir parce que vraiment ça va être très très compliqué ça. Je voudrais développer sur cette histoire de guerre civile parce que ça c'est un truc qui va monter dans les mois à venir. Je sais pas si vous avez déjà entendu ces rhétoriques nous on est obligé de devenir de plus en plus bourrin, il va falloir qu'on donne de plus en plus de pouvoir à la police et qu'on ait une justice de plus en plus expéditive et des prisons de plus en plus remplies parce que sinon les gens vont s'auto-armer. Parce qu'il y a tellement d'insécurité, je sais pas quoi. Il y a cette rhétorique qui est en train de monter. Et cette rhétorique qui est de la droite la plus extrême et qu'on a entendu notamment dans le podcast d'Arte sur la police. Hein. Oui. Vous avez pu entendre des policiers parler de guerre civile en disant de toute façon, moi, je sors jamais sans mon flingue parce que de l'autre côté, ils vont s'armer. Et cette rhétorique-là, elle rentre dans le discours politique mainstream, quoi. Exactement. Et alors pour l'instant, j'ai entendu Xavier. Alors donc du coup, j'ai entendu Marine Le Pen en fait le dire un petit peu en disant qu'il y avait de toute façon toute l'extrême droite a ce fantasme de la guerre raciale qui vient. Hein, vous savez, la guerre civile raciale qui vient, les banlieues vont à un moment nous attaquer, nous le centre-ville, voilà. Et donc voilà, ça va être la vraie guerre, donc il va falloir s'armer, nous en défense, hein, évidemment, parce que eux, ils ont déjà des Kalachnikov, on l'a vu sur les images de Grenoble. Hein, bon, c'est des fausses, mais on ne sait jamais. Préventivement, bon, voilà. Et donc il y a cette rhétorique de la guerre civile, sous-entendue raciale. C'est souvent sous-entendu, donc plus ou moins selon les acteurs politiques, mais chez Xavier Bertrand, c'est sous-entendu, en tout cas pour l'instant. Et en fait, il le légitime a priori en disant « Mais comment voulez-vous finalement en vouloir aux gens qui s'arment, puisque la République les a laissés tomber et qu'il y a de plus en plus d'insécurité ?» Donc on va vers cette guerre civile et je comprends les gens qui vont s'armer. Et là, vous rappelez le bijoutier de Nice. Hein, qui est donc un bijoutier de Nice qui s'était fait braquer et qui avait finalement tiré dans le dos de son braqueur alors qu'il était en train de partir, donc que sa vie n'était plus menacée. Et il y avait eu évidemment toute la droite en soutien parce que la droite, les Valérie Boyer, vous voyez la bonne droite du sud de la France, vous voyez les Estrosi, Ciotti, Boyer, voilà ces gens-là, ils étaient à fond sur. Bah oui, Nice, c'est logique, je suis con. Oui. Et voilà, en fait, c'est presque une manière de nous dire. Et je pense à des situations d'Amérique latine, en fait. C'est presque une manière de nous dire, soit on met un régime, soit on durcit encore le régime, c'est-à-dire encore moins de liberté publique, plus de police, plus de machin, soit les milices. Ce qui s'est passé en Amérique latine concrètement, c'est-à-dire qu'à un moment, pas dans tous les pays, mais à un moment, ils nous menacent de dire, sinon les gens vont prendre les armes dans les rues. Et c'est exactement ce qu'est en train de faire Trump, en train de dire... les élections, elles seront peut-être truquées. Hein. Si je perds, ça se trouve, c'est parce que c'est truqué. Il est en train de chauffer ses partisans pour que ça foute un bon sbeul dans les rues. Et je sais pas quoi. Notre droite est en train de vraiment de péter un câble. Moi, je suis super inquiet. Comme je disais, ça me fait du bien de vous revoir, mais je crois que j'ai rarement été aussi inquiet qu'en ce moment. Peut-être c'est voilà, j'ai un sens de l'histoire inquiet.
Je trouve que le discours c'est pas mal droitisé, y compris pendant le confinement. On en parlait tout à l'heure. Je disais à chaque fois on a l'impression que ça peut pas aller plus loin et en fait si. Donc à chaque fois on est de plus en plus inquiet par la teneur que prend le discours. Quand je vois Xavier Bertrand parler de nuit orange mécanique, citer Laurent Burton. Été orange mécanique. Quand je vois les gens du gouvernement reprendre le terme ensauvagement qui était utilisé à la base par les sphères d'extrême droite et ce terme a pas pris longtemps à passer des sphères d'extrême droite au gouvernement. Avant, pour les termes, il fallait quelques mois, quelques années. Maintenant, ça s'est fait en quelques semaines seulement. Enfin, c'est de plus en plus inquiétant, je trouve. Alors moi, une des questions que je voulais vous poser, à moins que vous vouliez encore réagir sur l'extrême droitisation, mais je voulais vous poser une question. Alors, je vous la pose quand même avant de vous laisser réagir, voir si vous avez des trucs à dire là-dessus. J'ai vu dans une émission de hors-série, Frédéric Lordon s'interroger sur qu'est-ce qu'on fait du signifiant République. Quand on le voit à ce point torturé, manipulé, dévoyé par des gens comme ça qui en fait font respecter l'ordre au nom de la République. Je vais vous citer un petit texte. Je vous ai mis de côté avant d'entamer la dernière partie de la discussion. Je vous ai mis de côté un petit texte. Je vous dis pas de qui c'est. Je vous laisserai deviner. Et je vous lis ça tel quel. C'était 1848, la proclamation cette fois-ci de la Deuxième République. C'était un étranger qui arrive à Paris, qui est pas français, qui arrive à Paris et qui raconte, qui dit c'était une fête sans commencement et sans fin. Je voyais tout le monde et je ne voyais personne, car chaque individu se perdait dans la même foule innombrable et errante. Je parlais à tout le monde sans me rappeler ni mes paroles ni celles des autres, car l'attention était absorbée à chaque pas par des événements et des objets nouveaux, par des nouvelles inattendues. Cette fièvre générale ne se trouvait pas médiocrement entretenue et renforcée par les nouvelles arrivantes des autres pays d'Europe. On n'entendait que des paroles comme celle-ci. On se bat à Berlin, le roi a pris la fuite après avoir prononcé un discours. On s'est battu à Vienne, Metternich s'est enfui, la République y est proclamée. Toute l'Allemagne se soulève, les Italiens ont triomphé à Milan, à Venise, les Autrichiens ont subi une honteuse défaite. La République y est proclamée, toute l'Europe devient République. Vive la République! Il semblait que l'univers entier fût bouleversé. L'incroyable était devenu habituel, l'impossible possible, et le possible et l'habituel insensé. En un mot, l'état des esprits était tel que si quelqu'un était venu dire « Le bon Dieu vient d'être chassé du ciel, la République y est proclamée », tout le monde l'aurait cru et personne n'aurait été surpris. Et les démocrates n'étaient pas les seuls à ressentir cet enivrement, bien au contraire. Ils furent les premiers à se dégriser, forcés qu'ils étaient de se mettre au travail et de consolider un pouvoir qui leur était échu contre toute attente et comme par miracle. Le parti conservateur et l'opposition dynastique, devenue en un jour plus conservatrice que les conservateurs eux-mêmes. En un mot, tous les hommes de l'ancien régime croyaient plus que les démocrates à tous les miracles et à toutes les invraisemblances. Ils avaient même cessé de croire que 2 et 2 font 4. Et Thiers lui-même avait déclaré « Il ne nous reste plus qu'une chose, c'est de nous faire oublier ». Ce seul fait explique la promptitude et l'unanimité avec laquelle toutes les villes de province et toutes les classes en France ont reconnu la République. Voyez comment un signifiant peut glisser. Voyez comment contre les conservateurs, contre les royalistes, contre les réactionnaires, la République a pu être un soulagement, un espoir, porter quelque chose de fort en France et en Europe. Et voyez où on en est aujourd'hui et comment elle est utilisée et comment des gens comme Thiers, aujourd'hui, ce sont des gens comme Thiers qui sont au pouvoir et qui, eux, veulent nous imposer par les flashballs, c'est plus la baïonnette, c'est les flashballs, veulent nous imposer leur régime. Le problème, c'est qu'il s'appelle encore République. Alors, qu'est-ce qu'on fait de la République? Vous voulez savoir qui était le texte? Il y en a qui savent? Tu sais, toi? T'as un doute? C'est Bakounine. C'est Bakounine de passage à Paris qui était venu parce qu'il avait entendu qu'on y proclamait la République. Et donc, vous voyez, un anarchiste, du coup, enfin un grand penseur de la pensée anarchiste. Vous voyez comment les signifiants peuvent bouger d'une étape à l'autre. Est-ce qu'on a perdu la République? Est-ce qu'il faut l'abandonner? Ou est-ce que c'est encore un truc qui vous fait... Est-ce qu'il faut en proclamer une nouvelle? Voilà, si je veux faire l'insoumis de service, la 6e, je ne sais pas. Je vous laisse discuter de ça, j'ai été long. Qui a le micro? Personne? Qui veut le micro? Quelqu'un? Ah bah Bakounine, ça vous a soufflé, ça. Juste pour tout à l'heure, juste pour revenir là-dessus vite fait, quand tu dis que ça se droitise beaucoup en ce moment, voire ça s'extrême droitise entre guillemets, que ça te fait peur, je suis tout à fait d'accord là-dessus. Après, il faut quand même se rappeler, si ça peut nous laisser une petite fenêtre d'espoir, que le réactionnaire, ça intervient quand même quand il y a une action. Et l'action, en l'occurrence, c'est que les gens sont de moins en moins dupes de
du système de société qu'on a actuellement, parce qu'on a tous un chômeur dans la famille, parce qu'on a tous quelqu'un qui a subi la violence de cette société, et qu'à un moment donné, si on en est là aujourd'hui à avoir un discours aussi total de soutien à la police qui vire les violences policières, c'est bien parce que sans la police, il tient pas en fait, il tient pas depuis 2 ans, et donc il peut absolument rien leur dire. Donc on est d'accord que c'est une période qui est très tendue, que c'est pas évident du tout. Mais en même temps, il faut se dire que pour qu'il y ait réaction, c'est bien qu'il y ait action. Je dis ça parce que, par exemple, si on peut faire des parallèles, en ce moment, sur Internet, l'extrême droite, elle s'exprime largement, notamment pour tout ce qui est tapé sur la cause féministe. Mais c'est aussi quelque chose qui s'est enclenché du moment où tu as eu beaucoup d'affaires qui ont explosé, notamment via Internet, dans le cinéma ou le jeu vidéo ou d'autres grands moment secteurs culturels. MeToo, on a appelé ça. Voilà, exactement. Donc, c'est toujours pareil. À la fois, c'est inquiétant, et en même temps, en règle générale, quand ça bouge de ce côt-là, ça veut dire qu'on tape au bon endroit. C'est un peu comme la médecine. Toi, t'es fort, hein, tu fais ce que j'essaie de faire normalement à la fin, c'est-à-dire de dire mais non, Ah merde, tout n'est pas perdu. S'ils sont en train de se durcir, c'est parce qu'on avance. Mais oui, il y a un backlash évident, et on peut pas comprendre les trucs sur le séparatisme et le déboulonnage s'il n'y a pas Black Lives On a Matter. eu une longue période avec MeToo, avec les mobilisations Black Lives Matter, etc., etc. Et là, on est peut-être dans le reflux, dans la contre-révolution. Le backlash, ouais, la réaction, comme tu disais, exactement. Ah, c'est vrai, c'est bien. Juste pour compléter ce que tu dis, je suis vraiment 100% d'accord avec ce que tu dis sur la réaction. Et justement, moi, il y a un truc qui m'énerve avec le fait qu'on parle de ça, et est-ce qu'on doit vraiment parler de le signifiant République, etc. Le problème, c'est que là, ce qu'on est en train de faire, je te l'ai dit avant, c'est qu'on se fait dicter les termes du débat par l'agenda qu'ils ont posé, c'est-à-dire que Macron et Le Pen, ils ont décidé que c'était ça le sujet. Et là, franchement, moi, je suis pas sûr de à quoi on joue en allant sur ce terrain-là, parce que c'est de la merde. On devrait parler d'économie, on devrait parler du travail, on devrait parler du niveau de vie, etc. Enfin, on devrait parler des 4 jours pour préparer. Non, mais c'est pas contre ça, mais tu vois bien en fait qu'on peut trop tomber là-dedans hyper facilement, et du coup à se dire alors attends, qu'est-ce qu'on répond sur la République, sur le séparatisme, sur machin, sur les Kalachnikov dans les clips de rap, etc. Et faut faire hyper gaffe à ça, parce que je sais plus on arrivera, je pense, à les contrer que quand on aura vraiment des sujets de gauche et qu'on portera des politiques de gauche, et pas juste on va leur donner un peu des gages sur ce truc-là, comme ça peut-être on pourra donner des tu vois, le truc, c'est quoi? C'est Roussel au truc du Parti communiste qui a parlé de oui, il faut reprendre nos quartiers, etc. Ouais, et Fabien tout. Roussel, Qu'est-ce qu'il branle, en fait? général Est-ce du qu'il croit PCF? vraiment qu'il va gagner des points là-dessus? Ou alors, à ce moment-là, il le dit, tout le monde parle de ça, mais non, nous, ce qu'on veut parler, c'est que justement, dans les quartiers, il faut redonner de l'espoir aux jeunes, services publics. etc. Il aurait pu dire ça, et c'est pas ça qu'il a dit. Ouais, Donc, surtout que à Marchais quoi a déjà il essayé joue, sa en fait? stratégie, ça n'a pas trop bien marché. Enfin, bon, voilà, mais En 2 mots, et après je laisse la parole, les socialistes ont essayé pendant des années de s'intégrer sur les combats de la droite, à savoir la sécurité, tout ça, et on a vu où ça les a menés. Alors ça ne veut pas dire, d'une certaine manière, leur échec peut nous donner une piste sur effectivement le fait de ne pas se laisser avoir entre un discours de novlangue néolibéral d'un côté et de l'extrême droite de l'autre. Et du coup, en plus, c'est Alex qui tweetait ça aujourd'hui, donc un sociologue qui disait, en plus, du coup, ce qui se passe, c'est qu'après la gauche, elle dit non, ce qu'il faut, c'est plus de policiers, en fait, plus de moyens humains, plus de gens. Donc, du coup, la gauche fout plus de policiers, la droite les arme. La gauche fout plus de policiers, la droite les arme. Voilà. Et après, c'est comme ça que tu perds les gens qui perdent l'intérêt On t'entend pas dans le truc. J'ai assez parlé. Ah bon, voilà. Il y a un truc dont on n'a pas parlé, c'est aussi le fait que c'est aujourd'hui qu'on a eu le plan de relance économique, et c'est pile poil ce jour-là que tombe le discours d'Emmanuel Macron, et ça vient exactement dans la continuité de ce que tu disais, c'est que du coup on parle pas de ce plan de relance économique qui est quand même complètement libéral et pour les grosses entreprises. Enfin, on pourrait en parler, ce serait intéressant aussi, mais on se concentre sur ce discours-là, et la majorité des gens vont se concentrer sur ce discours-là, la majorité des médias, alors que le plan de relance économique, c'est quand même quelque chose d'hyper important et qui va influer sur la vie des gens. Bon, là, je vois des critiques, en fait, du choix du sujet de la soirée. Donc, à la limite, vous pouviez rester chez vous, hein, si vous n'êtes pas content. Ah là là, quel culot. Ouais. Moi, j'avais prévu de rester sur la République, donc je suis toujours dans le thème. Merci. Non, mais en plus, on va avoir l'occasion d'en parler du plan de relance. Je veux dire, vous en faites pas, on va parler de chômage et de galère toute l'année, je pense. Et je suis assez content que entre la lecture du passage là et la référence à Obono,
Moi, ça me fait vraiment tilter sur un truc qui me pose question depuis un moment. On va dire aujourd'hui, dans le paysage médiatique qui passe à la télé, etc., ce qu'on considère comme discours d'extrême gauche, c'est en gros la France insoumise à peu près, quoi. En dehors, c'est vraiment l'audimat hyper réduit, quoi. Une fois Besancenot de temps en temps pour lui demander pourquoi il prend pas la place de Poutou et puis terminé, quoi. Et en gros, donc la France insoumise, c'est un peu ce qui est censé représenter l'extrême gauche sur le plan médiatique. Et moi, ça me fait assez peur. Tu parlais justement de la notion de république, etc. J'ai l'impression quand même que normalement, ce que la gauche est censée faire, c'est censé pas déterrer des vieilles valeurs d'il y a un siècle ou deux parce que à cette époque-là c'était de gauche, mais justement essayer de créer des nouvelles choses constamment et faire avancer les idées. Et moi je trouve ça assez flippant, justement la sacralisation de la République dans le discours de la France insoumise. Encore une fois, Obono, elle a dit plusieurs fois je suis républicaine, comme pour se justifier qu'en fait elle avait le droit de passer à la télé et elle était digne de répondre à Bourdin et que ça va, comme elle est députée de la République, alors elle a de la valeur. Moi je trouve ça vraiment flippant parce qu'en fait la droite va de plus en plus à droite, mais la gauche fait plus tellement de la gauche. Et pour revenir sur les questions du racisme, etc., Black Lives Matter, j'étais quand même content du fait que la FI ait pu dire des trucs comme racisme systémique de temps en temps, mais juste après pour dire non, le privilège blanc, ça n'existe pas. Faut y aller mollo, c'est des vieux, mais ouais. Jean-Luc, il dit racisé maintenant. Ouais. Il dit racisé, il essaie d'expliquer sur les plateaux pourquoi il a le droit de le dire, quoi. Non, mais bon, faut y aller step by step. Ils progressent doucement, mais ils sont encore dans tout un tas de contradictions. Et pour moi qui suis plutôt d'accointance anarchisme, communisme, etc., je suis vraiment désespéré du fait que, en fait, quand est-ce qu'on ressort des vraies valeurs de gauche, quand est-ce qu'on essaie de créer des nouveaux concepts et qu'on les diffuse et qu'on ose les assumer dans le discours, en fait, on peut pas parce que juste tu te fais mitrailler et tu. Mais alors, t'opposerais quoi comme concept à la République, par exemple? Je sais pas, je suis pas idéologue. Bah, je sais pas, tu vois, un truc comme le fédéralisme, par exemple, tu vois, un truc comme ça. Ouais, ça me parle. Ça a déjà été récupéré par les Verts et les Européens. Ça, ou l'autogestion, tu vois, des trucs comme ça. Ça a été récupéré par la deuxième gauche et Rocard. Je suis peut-être pas autant calé que toi là-dessus. Non, mais c'est pour dire qu'ils ont coulé plein d'autres mots. Ouais, mais je suis d'accord avec toi. Après, tu vois, je suis pas idéologue et j'ai envie de dire, moi, je me sens pas légitime de créer des concepts. Mais justement, j'aimerais bien qu'il y en ait d'autres qui émergent. Les communs ? Comment ? Les communs, ça marche bien, les communs ? Pour moi, ça veut pas dire grand-chose. Ouais, moi non plus. Je préférais le Ça communisme. fait un peu barre de hipster, les communs, quand même. Non, mais apparemment, ça monte. Là, pour plus dire communisme, faut dire les communs. Attends, vas-y, prends le micro. Parce que... on substitue quoi Non, le gros souci, c'est est-ce que la République est compatible avec la démocratie ? C'est déjà ça. Si le citoyen n'est plus sujet, mais citoyen, là, le citoyen a le droit d'entrer dans l'espace politique, qui n'est pas forcément national, mais qui peut être local. Et dans le cadre de son assemblée locale, il gère les communs de sa mairie. C'est pas complètement taré. À la limite, il peut être représenté ou être représentant au niveau national et gérer le commun de la nation. C'est pas un truc complètement dingue. Mais c'est démocratique et en France, ça passe pas. C'est très rigolo parce que j'avais noté cette phrase-là aussi. Il opposait deux trucs. Macron, il disait la République, c'est de pouvoir choisir ses dirigeants. Voilà. Et ça commence comme ça. C'est les représentants en péril. C'est les représentants en péril qui sauvent notre système. Et il a même pas dit représentant. Les citoyens. Il a même pas dit représentant, il a dit dirigeant. Mais la définition restrictive de la République, c'est ça. La gamine qui raconte son discours, à un moment, elle parle des représentants en péril qui envoient l'armée et les citoyens. Et donc, quelque part, la République a sauvé nos représentants. Génial. Je suis heureux. Voilà. Donc, est-ce qu'on est citoyen actif ou passif ? Citoyen passif, ça veut dire sujet. Et il finit donc, par. le sujet n'a pas accès au commun. D'ailleurs, à ce point-ci, qu'il dit la République, du coup, c'est de pouvoir choisir ses représentants, comme si c'était une liberté extraordinaire, mais c'est aussi des obligations, machin. Donc, des droits, des devoirs, et ne surtout pas ne pas les agresser. Il faut un droit spécial pour ses représentants parce qu'il y a l'égalité des droits en France, et c'est tout à fait logique. Niveau confusion, c'est pas mal. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui voulaient prendre la parole? Je voulais juste finir et répondre à ce qui a été dit. Si possible, dit. donc toi, peut-être une dernière fois, parce qu'il y en a après, j'arrête. Ouais. Non, c'est bien, hein, moi j'aime bien quand tu parles. Hein. Non, mais après, j'arrête vraiment. C'est sur respecter l'agenda, de pas
réagir par rapport à l'agenda politique qu'on nous impose. Mais en fait, moi, je pense qu'il faut être en réaction. Et justement, un mouvement social, il se crée sur de la contestation, de la haine, de la rage, et que à un moment donné, je veux bien qu'on pense, qu'on réfléchisse, etc. Mais que quand l'extrême droite ouvre sa gueule ou quand le gouvernement ouvre sa gueule, ça crée des mouvements sociaux qui entraînent des mouvements politiques, qui entraînent des initiatives politiques autogestionnaires, etc. Et voilà, pour ensuite rebondir sur Bakounine ou quoi, moi je crois plutôt à l'autonomie politique. Voilà, après, c'était juste voilà, une petite aparté, mais vouloir s'extraire de l'agenda politique qu'on nous impose, c'est du coup oublier ce qu'on nous met dans la tête tous les jours, et ça veut dire ne pas réagir, c'est-à-dire ne pas avoir de réaction dans un mouvement social perpétuel, quoi. Ouais, je suis d'accord. Après, l'inverse de s'extraire... Attends, on va te filer le micro. L'inverse de s'extraire, c'est nous imposer nos... C'est ce que je dis tout le temps. Pourquoi là, on a l'impression qu'il y a un gros virage à droite? C'est parce qu'ils n'ont pas pu l'ouvrir, là. Ils se sont mangés les gilets jaunes, ils se sont mangés le mouvement des retraites, ils se sont mangés Black Lives Matter. Et derrière, dès qu'ils récupèrent la main, là, en plus, il y a une conjonction de trucs. Il y a eu le fait qu'ils voulaient reprendre la main sur le discours et qu'on parle plus des problèmes de masques, des problèmes sociaux, machin, du chômage qui vient. Et puis, en plus, c'est notre ministre de l'Intérieur qui a remis quand même une grosse couche avec son ensauvagement. Lui, ça permettait que créer la polémique avec l'ensauvagement faisait qu'on n'allait pas parler de la polémique des faveurs sexuelles qu'il exigeait pour une meuf qui demandait un logement social, voilà, parce qu'elle vivait dans un logement insalubre. Bon, enfin, des trucs dont il est accusé. Et mine de rien, aujourd'hui, quand on pense Darmanin polémique, mine de rien, on pense ensauvagement. Parce que c'est ça qui a réussi à marquer la fin de l'été et le couac gouvernemental entre ensauvagement de Darmanin et Dupond-Moretti qui dit pas ensauvagement, quoi. Mais il a pas ménagé ses efforts pour changer de polémique à Darmanin. Il a fait des visites partout, il a fait des discours partout. Ouais. Et à un moment, ça a fini par tomber sur un truc. Je pense qu'il avait pas le choix, il fallait qu'il crée un contre-feu, en fait, une polémique. Mais au début, il y avait même des forte. articles sur à quel point Darmanin faisait plein de visites partout. Donc je pense qu'il a vraiment essayé de faire une contre-polémique, pour le coup. Micro pour les gens. Et ouais. Non, mais Darmanin, il y a aussi le problème qu'il y a eu la polémique au moment même où il a été nominé, enfin, qu'il était accusé d'abus de pouvoir. Déjà, il y a ça de base, en fait. Oui, mais donc la polémique sur l'ensauvagement est beaucoup plus facile pour lui à oui, gérer. Oui, clairement. Elle est mieux. Oui, clairement, c'est une elle est meilleure beaucoup plus polémique facile. pour lui. Mais du coup, on a complètement rayé de la carte le fait qu'il y avait cette accusation-là qui était faite sur ces accusations-là qui étaient faites sur lui, et on n'en parle plus, en fait. C'est pour ça qu'on en parle là. Enfin, c'est pour dire que je pense que s'il n'y avait pas ça, peut-être que Darmanin aurait été moins à balle sur d'autres trucs. Ah bah clairement, c'est important de détourner l'attention. C'est la même chose qu'on fait aux enfants. Et c'était pour dire aux camarades que si on... Ouais, c'est à nous, en effet, d'occuper le terrain, d'imposer nos sujets, d'imposer nos manifs, d'imposer nos actions, etc. Là, on est reparti pour une année de militantisme aussi, quand même, ici, j'espère. Si je peux préciser là-dessus sur le fait d'être en réaction ou pas, je suis d'accord qu'effectivement, tu as des mouvements, et les derniers beaux mouvements se sont faits en réaction, mais là parce qu'en fait, on est sur un reflux et qu'on fait que perdre. Et que c'est quoi le dernier truc qu'on a gagné avec un grand mouvement social? C'est la Coupe du Monde. Le Coupe du Monde. Le foot. C'est quoi, le CPE peut-être? Et on a gagné le droit à pas avoir un contrat tout pourri. Le Front Populaire, j'en sais rien, 68, etc. Le CNR. C'est des mouvements qui étaient en positif, c'est-à-dire que c'était pas des mouvements en réaction. Quand est-ce qu'on recommence à se battre pour dire on veut des congés payés, on veut le SMIC à temps, on veut que je sais pas, tu vois, on veut une réforme de la police, on veut, tu vois, enfin genre, on est bien obligé de faire des mouvements en réaction. Je suis bien d'accord, mais en fait c'est pas une bonne chose qu'on soit. Je suis pas d'accord avec ça sur le fait que ce soit une bonne chose qu'on fasse que des mouvements en réaction. Ici on peut reprendre un petit peu la main et dire non. Et là, avec le confinement, moi, j'ai cru qu'on pourrait peut-être un petit peu repartir sur des débats sur c'est quoi les jobs utiles, comment ils sont payés, est-ce qu'il ne faudrait pas augmenter les salaires des gens qui bossent dans les supermarchés, qu'on embauche dans la santé publique. Enfin, j'en sais rien, tu vois, il y aurait tellement d'exemples. Donc moi je suis vraiment pas sûr que, enfin ça me fait un peu de la peine qu'on se dise ouais mais c'est bien parce qu'au moins quand ils disent des conneries on peut faire des mouvements contre. Et ça crée des solidarités. Je suis d'accord, mais si on fait des solidarités sur justement des solutions, c'est qu'on aura un petit peu repris la main, quoi. Et moi, je pense que c'est vraiment ça qui manque. Voilà, c'était pour préciser là-dessus.
Surtout que le souci à faire ce genre de choses, c'est que quand on est en règle générale de gauche et qu'on Il n'y en se avait marque- pas qui demandait la parole et qui n'avait pas du tout parlé depuis le début? Sinon, j'avais Ouais, pas c'est cru vrai. voir ça. Non, bah vas-y, poursuis, excuse-moi. c'est que quand on est, enfin, je sais pas vous, mais quand on se qualifie de gauche en règle générale, c'est parce qu'on est en réaction à à une idéologie de société qui nous convient pas. Et donc effectivement, là, le souci à être dans la réaction, c'est qu'on propose en fait des pansements à un type de société. On appelle ça l'État-providence, littéralement. C'est l'État est à la fois garant du système qui crée les inégalités et fait de la providence, c'est-à-dire donne un peu à ceux qui subissent les inégalités, histoire qu'ils se révoltent pas trop. Alors que normalement, le terrain, ça devrait être bel et bien de proposer quelque chose d'autre en fait. Après, c'est peut-être pas forcément complètement perdu parce que tu disais pendant le confinement que les gens ont pu éventuellement y penser. Ce que j'ai vu, enfin là on est d'accord, c'est sur de l'expérience personnelle, ça n'a rien d'une étude sociologique, mais j'ai des amis libraires. Essaie de faire un mot qui va vers une conclusion parce que en fait ça fait 1h30 qu'on Ouais, y est. t'inquiète, je finis. C'est juste que les potes libraires, quand ils ont dû se confiner, ils ont fermé, ils ont dû faire des emprunts, ils étaient un peu dans la merde. Les gens ont acheté sur Amazon. Et à un moment donné, les gens, quand ils se sont rendus compte qu'Amazon se comportait comme des gros enculés, ils se sont dit, je vais arrêter d'acheter mes bouquins sur Amazon. Et quand les librairies ont rouvert, ils ont vu les libraires massivement des gens arriver qui avaient retenu entre guillemets leurs commandes, qui les avaient pas passées en ligne au final dans la deuxième partie du confinement et qui avaient acheté à leur petit libraire. Donc il y a quand même bien une forme de conscience qui ramène les gens vers le commerce de proximité, la cause écologique, le lien social qu'on a vu à quel point on en a manqué pendant des mois. Donc il y a quand même peut-être quelque chose qui est né, c'est peut-être aussi pour ça d'ailleurs qu'il est aussi réac dans son discours, c'est qu'il a peur de ce qu'a pu... là les gens clairement s'il ressort des réformes comme ça à la sortie... C'est le patronat suisse qui avait dit ça, qui avait dit... oh là là, les usines sont au ralenti, les gens consomment moins, les gens travaillent moins. Faudrait pas qu'ils s'y habituent. Ben oui. Faut qu'on reprenne vite parce qu'il faut pas qu'ils s'y habituent. T'as un mot à ajouter? Non, je pense que... Personne a quelque chose à ajouter parce que là j'ai du mal à faire une conclusion, c'est un peu parti dans tous les sens, Ouais, encore que... Encore qu'on pourra continuer de toute façon à en discuter après. Hein. Voilà, nous on va se retrouver toute l'année ici, maintenant c'est le premier vendredi du mois à 20h. Inscrivez-vous si vous voulez venir, chez vous. Si vous voulez venir, vous pouvez vous inscrire sur Facebook, vous allez sur la page Facebook de l'Aquarium Ciné Café. Nous, ici, on va couper le stream, mais on va continuer à boire des coups et discuter entre nous, donc ça, voilà, vous auriez dû venir, c'était Vous sympa. auriez être là, désolé. Et quoi d'autre? Non, niveau consignes, machin, tout ça. Donc les merci. Consignes, le retour des consignes. Ouais, mais là, on va faire comme s'il n'y avait pas de consignes. S'il y a des consignes, qu'est-ce qui se passe derrière? Les consignes d'après-débat pour ceux qui vont sortir dehors, respectez la tranquillité du voisinage en restant devant les vitres d'aquarium et en laissant vos verres aller à l'intérieur. Voilà, attention, je vais pas être content si vous mettez sur les côtés. C'est Bakounine je vais aussi. sortir, je vais faire mettez-vous sur le devant, s'il vous plaît. Voilà. On va être de droite sur ça. Oui, oh ouais, s'il vous plaît. Hein. Ouais. Bon, la République, c'est un bloc. Hein. L'aquarium aussi. Donc voilà. Tu l'aimes ou tu le quittes. Très bien, merci d'être venu. Vous pouvez vous applaudir, comme ça les gens ils voient qu'il y a du monde. Ouais. Et bon courage à vous aussi dans cette année de travail, de lutte, de tout ce que vous voulez. Merci. Voilà. À la prochaine, merci tout le monde.